Alors, je vais demander à Inde et Matt de nous rejoindre aussi. Bien, le temps que nos invités soient équipés en micro, je vais vous souhaiter la bienvenue, vous remercier d'être avec nous ici pour cette afterwork de l'innovation dans un format inédit. Moi, je m'appelle Théo Aberbuch. Alors, ça sonne pas très local. C'est la première innovation de cet afterwork. Je suis journaliste spécialisé. Je dirige le média Newstank Éducation et Recherche. Et je suis absolument ravi d'animer, de modérer les échanges. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter les intervenants que j'en ai eu à préparer avec eux. On va parler ce soir de lien entre le monde de l'université et le monde socio-économique. On aura aussi une remise de prix de l'innovation. C'est un prix que vous connaissez déjà, dans un format un peu différent. Et mon rôle, évidemment, le plus difficile et le plus sensible, sera de vous libérer à l'heure pour l'apéritif. Ça, c'est la consigne la plus importante qu'on m'ait donnée. Et donc, pour être sûr de réussir cette tâche, je vais m'appliquer la concision que je demanderai à mes intervenants tout à l'heure et céder la parole à l'hôte des lieux, Philippe Auger, le président de l'Université de Montpellier, qui va introduire les échanges. Philippe, c'est à vous. Merci bien. Merci, monsieur le directeur délégué en charge de l'enseignement supérieur de la recherche et innovation, cher Khaled, monsieur le vice-président de la région, madame la vice-présidente de la métropole. Je salue également donc, les élus de la métropole, de la ville. Je salue également les vice-présidentes et vice-présidents de l'université, l'ensemble des directrices et directeurs structures de recherche, également les acteurs du monde économique qui interviendront donc tout à l'heure puisqu'il y a différentes tables rondes. Alors très heureux d'être là. Alors bon, je vais être bref parce que d'abord on m'avait dit que je parlais à 18h, c'est déjà 18h20 et il y a théoriquement, je vous signale que vous avez 15 minutes à 3 après donc pour pas trop déborder. Donc je vais être bref en sachant quand même que on commence avec du retard, il y a 300 inscrits, mais d'autres vont faire encore plus de retard que nous, puisque je pense que certains ont compris qu'il fallait vite venir, mais une fois le discours protocolaire donc passé. Puisque là, manifestement, il n'y a pas 300 personnes qui sont assises. Alors, simplement pour dire que je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici dans ce Jardin des Plantes, parce que c'est Jardin des Plantes donc, de la faculté de médecine de l'université de Montpellier, et l'université de Montpellier, pour reprendre donc une formule, eh bien, se présente aujourd'hui un petit peu comme étant un établissement chef de file sur un site, mais le recteur délégué dira ce que ça signifie sûrement, et en tant qu'université, eh bien, nous avons de multiples missions, certes la formation avec ses variantes, formation initiale, formation tout au long de la vie, certes également la recherche, mais avec la recherche, on dit souvent recherche innovation, recherche partenariat, recherche et croissance économique, et avec cela, eh bien, une mission aussi qu'on peut assumer, c'est celle de l'innovation et de la création d'emplois sur notre territoire, une responsabilité que nous embrassons en tant qu'université. D'autant plus, vous le savez, c'est que nous sommes labellisés, donc e-site, et site voulant dire science, innovation, territoire, économie. Donc il y a bien l'innovation aujourd'hui dans les projets qui sont labellisés à ce titre donc par France 2030. Et donc vous accueillir sur innovation, vous accueillir dans cet afterwork d'innovation dans un format différent des années précédentes. Alors pourquoi ? D'abord parce que précédemment, c'était juste organisé dans le cadre donc, de l'ICIT Muse. Et je salue donc François Pirot, parce que si nous avons les crédits de l'ICIT, c'est essentiellement grâce à sa pugnacité. Donc merci François. Et aujourd'hui, eh bien, c'est dans un autre cadre, puisque c'est dans le cadre donc, du pôle universitaire d'innovation de Montpellier. Et là, je salue tout particulièrement Philippe Combette, qui porte ce pôle universitaire d'innovation. Et la personne qui fait le lien, c'est Magali Roubieux, donc également que je salue. Et nous sommes effectivement, donc, Université Montpellier, labellisé pôle universitaire innovation depuis un certain temps, puisque nous étions d'abord dans les 5 sites préfigurateurs voulus par celle qui était alors en fonction, à savoir Frédéric Vidal, pour expérimenter cette logique donc de pôle implanté sur le territoire. Ça a porté ses fruits et ensuite les 5 préfigurateurs ont été labellisés en même temps, sous la formule consacrée, donc qu'il y a eu aussi le lancement d'un véritable appel à projet pour labelliser donc d'autres pôles universitaires d'innovation sur le territoire. Alors c'est quoi ces pôles universitaires d'innovation ? C'est certes des financements,
mais c'est surtout d'arriver à fédérer, donc sans création de structures nouvelles, parce que ça, les structures en France, on sait bien les créer, arriver à fédérer l'ensemble donc de l'écosystème de l'innovation, quels que soient les acteurs, qu'il s'agisse d'établissements de santé, qu'il s'agisse d'organismes de recherche, qu'il s'agisse d'entreprises, qu'il s'agisse également d'établissements d'enseignement supérieur. Et finalement, on peut dire qu'après sa première année officielle d'action, puisqu'avant c'était en période donc préfiguratrice, eh bien, le PU de Montpellier a su développer sa capacité d'innovation autour de 5 priorités, détecter, et c'est vrai que c'est un travail de détection des projets innovants, développer ensuite des partenariats de recherche avec le monde socio-économique, mais d'autres en parleront bien mieux que moi ce soir, faire connaître nos marchés, également connaître les marchés, se faire connaître sur les marchés. Et puis il y a également 2 autres actions. D'abord, de piloter le projet avec les partenaires, pas qu'on soit seul, mais surtout eh bien, de former les enseignantes et enseignants chercheuses, chercheurs, les chercheurs également, les ingénieurs des structures de recherche et des services de partenariat et de valorisation des différents acteurs. Il ne faut pas qu'on arrête de se regarder en chaîne de faïence, mais qu'on arrive tous à travailler ensemble sur le site. Et si on regarde le bilan du PUI, juste après cette première année de réelle existence, je laisse de côté la période de préfiguration, c'est quand même 62 projets de start-up qui ont été accompagnés au cours de cette année, 12 start-up DICTEP qui ont été également créées. Et puis, si on regarde peut-être un petit peu plus globalement, ça résulte aussi d'un travail de longue haleine. Eh bien, ce sont plus de 100 entreprises qui sont hébergées sur les campus. Je pense que le continuum recherche, transfert, innovation, valorisation, eh bien, c'est quelque chose qui doit donner un nouveau regard sur l'université. Montrer que la recherche académique, eh bien, c'est aller de l'avant. Montrer que la recherche académique, c'est travailler avec ses partenaires. Et je salue également la SATT qui est présente donc sur le site. Et c'est également donc de faire en sorte eh bien, que nous décloisonnions donc les relations, les acteurs, pour faire en sorte que nous contribuions tous ensemble donc à créer de la richesse dans un territoire, mais j'en parle devant les élus locaux, qui a bien besoin justement, parce qu'il y a un retard aussi des fois de développement de certains sites, eh bien, de la richesse sur ce territoire métropolitain, ce territoire de Montpellier. Voilà, je ne serai pas plus long. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence ce soir. Merci à toutes celles, tous ceux qui vont intervenir donc, dans les tables rondes, également donc, pour leur présence, leur participation. Félicitations également aux lauréats, parce que ça, c'est le résultat des années précédentes. Il y a un lauréat d'innovation par grand pôle de recherche, et puis un coup de cœur en plus. Donc il y aura 6 lauréats qui présenteront des projets innovants, passant souvent les éléments ou les routes tracées par avance, mais c'est des fois des choses qui sont un peu donc en marge et qui vous seront présentées. Et c'est également donc l'occasion de mettre à l'honneur des collègues de Haut Campus qui œuvrent au quotidien pour l'innovation et qui, à travers cette manifestation, eh bien, peuvent avoir une vitrine un peu complémentaire. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous et très bonne soirée. Merci beaucoup Philippe Auger. Ah bah vous avez déjà votre micro. Bon, très bien. Parfait. Inde Emad, vous êtes vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au développement économique et numérique. Oui, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Recteur, très heureuse d'être ici parmi vous. Toujours au rendez-vous chaque année à ces after-work de l'innovation, puisque c'est un moment fort qui fait rayonner notre territoire à travers des projets innovants. J'excuse le maire-président Michael Delafosse, évidemment, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui, depuis 4 ans, met le cœur et toutes les actions possibles pour engager la métropole aux côtés de l'université pour favoriser l'innovation et soutenir toutes les actions de l'université dans le cadre de la recherche et donc de l'innovation. Donc nous croyons évidemment à l'importance de l'innovation et du développement économique et aussi pour le bien-être du territoire. Le PUI est une initiative essentielle pour la métropole et il rassemble des acteurs locaux de la recherche qui favorisent l'innovation, qui créent des écosystèmes dynamiques et nous sommes, en tant que métropole, de vraies parties prenantes puisque nous sommes engagés aux côtés à la fois des acteurs économiques, des institutionnels, la région, l'université, pour fédérer effectivement ces écosystèmes, accompagner toutes les innovations,
Une grande première cette année, la métropole s'est engagée aux côtés de la région pour soutenir aussi financièrement des projets de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé. Et comme je le disais, depuis 4 ans, à travers MedValley, c'est vraiment l'exemple ultime d'un travail collectif où nous engageons toutes nos ressources, et notamment à travers le BIC, le Business and Innovation Center. La métropole accompagne des projets innovants dans le domaine de la santé. Mais là où on peut aller plus loin, plus fort, c'est lorsqu'on participe aux côtés de l'université, lorsqu'on participe ensemble avec une gouvernance partagée pour faire rayonner ces entreprises, leur donner de la visibilité, leur permettre d'accéder à des marchés effectivement plus importants, d'être exemplaires dans la mise en œuvre de politiques publiques en lien direct avec les innovations issues de la recherche, issues de l'accompagnement de la métropole dans le cadre de ces innovations. Donc simplement rappeler que nous sommes engagés notamment avec MedValley autour de Muse, puisque nous avons embrassé le triptyque nourrir, soigner, protéger, aller toujours plus loin dans le cadre de nos actions pour faire rayonner, et c'est du marketing territorial, mais ça, nous ne pouvons pas le faire sans les acteurs de l'université, de la région, des acteurs économiques, évidemment. On est aussi très heureux à chaque année de découvrir de nouveaux projets issus de la recherche et découvrir de quelle manière nous pouvons encore plus accompagner, aller plus loin avec les acteurs économiques dans leur développement. Et donc hâte d'écouter la table ronde qui va suivre pour pouvoir peut-être rêver à des solutions qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui, aux problématiques environnementales, d'alimentation. En tout cas, nous sommes votre partenaire, toujours à vos côtés pour soutenir les actions, les engager avec vous. Et MedValley en est la première illustration. Donc merci pour votre accueil. Et puis à bientôt. Merci Indemad. Merci. Jalil Benabdillah, vous êtes vice-président économie, emploi, innovation et réindustrialisation de la région Occitanie. Et puisqu'on devisait un peu avant, diplômé de l'université de Montpellier également. Ah oui. Docteur. Je vais. Est-ce que là c'est mieux? Oui. Bonjour à toutes et à tous, Madame la vice-présidente, Monsieur le recteur, Monsieur le président, Messieurs les vice-présidents, chers amis. Juste un mot pour dire, oui, effectivement, je suis de formation ingénieur, parce que quelqu'un tout à l'heure m'a posé la question, pensait que je faisais de la politique, mon métier, pas du tout. Mon métier, je suis chef d'entreprise, je suis ingénieur en matériaux de l'école des mines d'Alès et docteur de l'université de Montpellier, dont je suis fier. Et donc j'ai fait un peu de recherche et à l'issue de ça, j'ai créé une start-up industrielle, à l'époque, il y a un petit quart de siècle, et qui aujourd'hui emploie 60 personnes et une quinzaine d'ingénieurs dans le domaine des nanos et des microtechnologies. Une fois que j'ai dit ça, c'est pour dire que les personnes que j'ai vues tout à l'heure qui portent des projets d'innovation, quand elles me parlent, je comprends mais vraiment profondément leurs projets. Je comprends profondément leurs espoirs et leurs inquiétudes. Et je comprends profondément de quoi elles ont besoin et de quel environnement, et pas seulement de l'argent et du financement. Elles sont là. Je vais dire pourquoi. Pourquoi? Parce que, d'abord, l'innovation est ce qui est nécessaire pour transformer notre économie. Et on parle de transformation de nos modèles économiques. On a identifié 3 leviers. Je ne vais pas les détailler, mais je vais les citer. Le premier levier, c'est l'urgence climatique. Donc, une transformation environnementale de notre économie et de tout ce que l'on imagine. C'est l'urgence. On n'est pas à l'heure des discussions et du bavardage, et on est à l'heure de l'action. La deuxième, toujours dans l'économie, c'est la transformation technologique et digitale, et qui prend en compte pas seulement le numérique, les outils, mais l'intelligence artificielle, les cyberattaques, la cybersécurité, la data, la souveraineté numérique, etc., etc. Ce sont des enjeux importants qui vont changer notre rapport au travail et même la structuration d'un certain nombre de filières. Le troisième levier, qui n'est pas négligeable, qui est même le plus important, et le contexte politique actuel nous le rappelle, c'est la transformation sociale et sociétale, qui répond à la quête de sens qui est appelée par les jeunes, et pas que les jeunes, par tout le monde. À post-Covid, dans le contexte géopolitique de la guerre à nos portes, etc., de la multiplication des crises économiques, énergétiques, alimentaires. Donc, oui, la transformation sociale et sociétale doit intégrer cela, et l'innovation a sa place
l'innovation technique, technologique, mais aussi managériale et organisationnelle et sociale doit être au cœur Donc l'innovation est transverse. On dit, c'est comme peu pour le numérique qui est transverse à toutes les filières, quelles qu'elles soient, que ce soit l'aéronautique, le spatial, le nautisme, et quel que soit, vous avez le numérique partout. Et on disait, le numérique est une filière d'avenir, mais c'est aussi l'avenir de toutes les filières. Eh bien, l'innovation en tant que telle devient aujourd'hui une filière d'avenir et l'avenir de toutes les filières. Donc on doit continuer à pousser l'innovation, d'où ma présence ici, d'où le soutien. Alors je ne reviens pas sur le PUI, pour lequel j'ai discuté avec ma collègue Nadia Pelfi, qui est en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous formons avec elle un continuum de l'innovation qui va de laboratoire, de la recherche scientifique appliquée ou non appliquée, et jusqu'à l'innovation dans l'industrie, dans l'économie, pour la création de richesses, création de valeur, création d'emplois, partout dans nos territoires. Ça, c'est fait. Et donc, il y a une vraie synergie et on peut se satisfaire de l'excellence de la relation qu'on a avec entre la région et tous les partenaires, vous l'avez dit, les incubateurs académiques, la SAT, la Société de transfert de technologie, agence ad hoc de développement économique dont je suis le vice-président délégué, et bien sûr l'université. Mais ces transformations dont je parle, c'est aussi basé sur une réalité. La réalité de notre région, c'est quoi? Nous sommes la première région en Europe en matière d'efforts d'investissement dans la recherche et développement. Première région en Europe. Le processus de Lisbonne a donné un objectif aux régions européennes de 3% de dépenses. Nous sommes à 3,7% de notre PIB dédié aux dépenses de la R&D, publiques et privées. Donc nous avons un écosystème dense, réel, innovant, fort, complet, mais il faut que ça se traduise par la création de richesses sur ces territoires et par la captation de cette matière grise et ces transformations, et que ça serve le citoyen dans sa vie de tous les jours. 52 000 chercheurs en région Occitanie, 35 000 publics, 17 000 dans le privé. Ce n'est pas rien. Donc cet écosystème, il faut qu'il percole. Donc je vous propose 3 choses. Je l'ai dit, on continue le travail avec les PUI et donc la synergie. Il va falloir augmenter le nombre de deep tech parce qu'on n'a pas assez de transformation de nos savoir-faire, de nos compétences et de nos expertises dans les laboratoires qui ne se traduisent pas par des créations d'entreprises. Et on l'a dit, aujourd'hui nous sommes à un niveau de 50 JEI, jeunes entreprises innovantes par an en Occitanie. Nous voulons passer à une centaine. Et donc on travaille avec M. Cambette, avec tous les amis qui nous aident dans cet objectif-là, et nos objectifs sont alignés. On a donc pour cela mis des dispositifs. Vous connaissiez peut-être un dispositif de financement qui s'appelle pour les preuves de concept, le POC. Aujourd'hui, on va continuer ce dispositif dès le mois de septembre. On le présente aux élus, un dispositif de financement en subvention. Et ça intéresse les start-upers qui font du transfert de technologie, qui va s'appeler Startup Industrie. Il y avait un trou dans la raquette sur les startups industrielles. Pourquoi ? Quand j'ai créé mon entreprise en 2000, on parlait que du numérique, du soft. Et quand j'ai voulu créer une entreprise industrielle, on m'a dit que j'étais à contre-courant, que l'industrie était partie en Chine, dans les pays low cost, dans les pays de l'Est et dans les pays du Maghreb. Et donc j'étais seul à croire à ce projet. L'histoire veut que 25 ans après, je suis vice-président en charge de l'innovation, de l'économie, de l'emploi et de la réindustrialisation. On a négligé notre réindustrialisation et on a négligé ce qui fait des métiers valorisés, des métiers qui donnent des perspectives et des métiers non délocalisables. Donc aujourd'hui, il est temps de revenir sur ça. Enfin, juste pour terminer, une expérimentation que je vous propose qui peut intéresser un certain nombre, qui parle de mon expérience personnelle, mais de celle de mes amis quand j'étais président du réseau Leader Occitanie. Beaucoup d'entreprises, quand elles quittent le laboratoire, quand elles quittent l'incubateur ou l'accélérateur, se trouvent dans une vallée d'amont qui est difficile, en termes de financement, aussi de relais et de soutien. Je propose une expérimentation qu'on va faire dès le dernier trimestre de cette année. Une partie d'entreprises 10, 15, 20 côté, on va dire, est de la région, et la même chose côté ouest. Et donc, s'il y a des candidats, vous êtes les bienvenus. On va vous incuber au sein d'entreprises existantes, matures, industrielles, technologiques, avec des outils, des moyens, des laboratoires et des outils de production, mais aussi de la capacité de vous accompagner sur le conseil en marketing, la RH, la finance, la qualité, tous les sujets de la cybersécurité, etc. Et donc, on va incuber et on va essayer de valoriser un écosystème solidaire. Et si ça marche, vous imaginez le potentiel que ça représente pour pouvoir accéder à des outils qu'on ne peut pas se payer au tout début de sa carrière et qu'on peut accéder parce que moi, j'ai des outils qui sont utilisés à 50, 60, 70% et je peux les mettre à disposition. J'ai des salles de réunion qui me servent une fois tous les 2 semaines et je peux les mettre à disposition. J'ai un laboratoire que je peux mettre à disposition et de mon expérience, j'ai élargi ça. Beaucoup d'entreprises sont solidaires, veulent participer à cette nécessaire
élargissement du champ de l'innovation et de la réindustrialisation. Je cite juste Oscar Wilde qui dit « Il faut avoir des rêves très grands, très très grands, assez grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. Alors continuons à rêver grand. » Merci. Merci à vous. Et pour conclure, Khaled Bouabdallah, recteur délégué enseignement supérieur, recherche, innovation. Merci. Monsieur le président de l'université, cher Philippe, monsieur le vice-président de la région Occitanie, cher Jalil, madame la vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, madame Emad, mesdames et messieurs les représentants des établissements d'enseignement supérieur, mesdames et messieurs les vice-présidents, des recteurs, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des entreprises ici présents, et puis je salue aussi les étudiants qui sont présents. C'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous ce soir. Ce n'est pas la première fois, j'étais déjà venu à d'autres initiatives autour de l'innovation entraînées par l'Université de Montpellier. Et votre présence nombreuse ce soir montre tout l'intérêt que vous portez à ce très bel outil qu'est le Pôle universitaire d'innovation de Montpellier, donc le PUI pour l'acronyme. C'est un dispositif qui a été lancé par le gouvernement en 2021. Ce dispositif est doté d'un montant total de 166 millions d'euros, donc c'est un dispositif important. Ce sont des outils qui ont bien sûr une vocation structurante, qui vise à accélérer l'utilisation des résultats de la recherche vers l'innovation et vers l'économie. Et cet engagement, depuis 2021, qui poursuivait d'autres engagements similaires, cet engagement a permis un renforcement très significatif de l'impact des découvertes scientifiques et technologiques sur l'économie et sur la société dans son ensemble. Je ne reviens pas sur des résultats qui ont été cités tout à l'heure par le président de l'université, sur le nombre de start-up et d'entreprises deep tech, déjà en seulement une année. Je voudrais insister sur le plan, d'une façon plus générale, sur le plan France 2030, puisque c'est aussi un dispositif de France 2030 qui est doté de 54 milliards d'euros sur 5 ans et qui vise, dans son ensemble, à développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Alors, toutes ces actions, elles commencent à porter leurs fruits. Et pour citer un exemple, l'objectif, qui était un objectif intermédiaire de création de 25 licornes, a été atteint en 2022. La création de 250 startups deep tech en 2021 est également un signe clair d'accélération de la dynamique d'innovation. Bien sûr, cette dynamique, elle n'est pas portée simplement par l'État, elle est portée par l'ensemble des partenaires, comme ça vient d'être dit par le vice-président de la région et par la vice-présidente de la métropole précédemment. Et c'est donc un concours collectif qui doit se mettre en action. En s'appuyant pleinement sur la mission d'innovation des établissements d'enseignement supérieur et des établissements de recherche, les pôles d'innovation, les pôles universitaires d'innovation doivent permettre à ces acteurs d'avoir le réflexe innovation, c'est-à-dire que derrière chaque résultat de la recherche, derrière chaque découverte scientifique, il faut encourager systématiquement la prise de risque et la génération de projets innovants au profit de la société et de l'économie. Les PUI ont un rôle primordial dans cet accompagnement de proximité pour renforcer les flux d'innovation. Ils s'appuient sur des initiatives, des compétences et des outils de l'ensemble des acteurs qui sont mis en synergie dans le cadre de ce dispositif. Alors, ça a été dit par le président, mais je le redis, l'Université de Montpellier avait été retenue comme expérimentateur dans le cadre de la loi de programmation de la recherche pour créer un PUI. Ce PUI a été confirmé et aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire français, nous avons une trentaine de pôles universitaires d'innovation qui permettent de mailler l'ensemble du territoire. En Occitanie, nous avons la chance de disposer de 2 PUI, celui de Montpellier qui nous réunit aujourd'hui, et puis celui de Toulouse, plus récent, dont j'espère on fera bientôt l'inauguration, qui a été repoussée, mais j'imagine qu'on la fera à la rentrée. À Montpellier, le PUI porté qui est par l'Université de Montpellier est doté de 9 millions d'euros
et il a pleinement bénéficié évidemment de la dynamique collective qui avait été engagée précédemment dans le cadre de l'ICIT Muse en 2017 déjà. Avec le leadership de l'Université de Montpellier, les 16 partenaires du programme d'excellence ICIT entretiennent en effet depuis de nombreuses années des relations étroites en matière de politique de formation, de recherche et bien entendu d'innovation. Cette stratégie affichée, qui est de faire de Montpellier un site scientifique et d'innovation de premier plan à l'échelle nationale, européenne et internationale, avec un regard particulier sur le Sud, qui est un élément de singularité du site de Montpellier, et une ouverture sur l'Afrique. Cette diversité des compétences qui est réunie à Montpellier, cette complémentarité des thématiques, a permis de construire une véritable identité de site, une signature singulière, comme on dit maintenant, qui répond à 3 enjeux essentiels, qui sont des enjeux essentiels d'aujourd'hui, et qui sont la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire et la santé humaine, et qui sont résumés avec le triptyque bien connu à Montpellier et au-delà aujourd'hui, qui est nourrir, soigner, protéger. Alors, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que BPI France et l'Agence nationale de la recherche, qui sont les opérateurs de l'État, sont évidemment pleinement mobilisés pour accompagner les acteurs des PUI tout au long de ce programme. Et je voudrais citer au niveau territorial l'accompagnement qui est apporté aussi, autant que de besoin, par l'ADRARI, qui est aussi au service du PUI et de ses partenaires pour les accompagner, et qui assure par ailleurs le pilotage du comité territorial de ce PUI. Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, je ne vais pas m'y étendre beaucoup, les premiers résultats de ce PUI sont effectivement très prometteurs. La coordination des acteurs est pour le moins efficace, et elle permet le bon niveau de concertation entre les acteurs, et elle permet aussi la réactivité indispensable dans la prise de décision. Je souhaite, pour terminer, remercier tous les acteurs, les partenaires académiques, les entreprises et les collectivités territoriales qui sont ici représentées, la région et la métropole, pour leur implication et leur contribution à une stratégie et une action qui ne peut être, comme je l'ai dit, que collective en faveur de l'innovation et du développement économique. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci à tous les 4. Je vous propose un premier chassé-croisé, non pas des vacances, mais de l'escalier côté cours. Et je vais inviter Philippe Combette et Annelise Melki à me rejoindre. Et alors, je crois qu'on va pouvoir rebondir tout au long de cette soirée sur vos propos à tous les 4, puisqu'on va voir combien l'innovation est un sport collectif ici à Montpellier, sans doute partout, mais particulièrement ici à Montpellier. Installez-vous confortablement. Bienvenue, on va vous donner à chacun un micro, comme ça ce sera le plus interactif possible. C'est moi qui les ai. Je peux prendre le pupitre du président maintenant. Voilà, un pour vous. Et voilà, vous êtes équipés. Bienvenue à tous les deux. Philippe Combette, donc vice-président partenariat et innovation. Annelise Melki, directrice générale de Biotop. Alors on m'a beaucoup dit en préparant, tout le monde connaît Biotop. Annelise, peut-être quand même, on ne sait jamais. Un mot sur Biotop, qu'on sache ce que vous faites. Et ensuite on se lance. Voilà. Attendez, il est éteint. Voilà. Bonsoir. Oui, c'est mieux. Oui, bonsoir à tous et merci beaucoup pour l'invitation, cher président, que je ne trouve plus. Voilà. Merci aussi Philippe Combette pour votre invitation. Alors, Biotop en quelques mots, mais aujourd'hui je vais parler de Biotop, mais un peu au-delà de Biotop aussi, puisque aujourd'hui on est un écosystème d'entreprise avec au niveau européen 1000 salariés. Et puisqu'il était question de chiffres, aujourd'hui pour nous c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 40 millions en France. On a, avec nos équipes, formé, je pense, une des plus grandes équipes donc, d'écologues, d'ingénieurs écologues, de paysagistes, de naturalistes, donc botanistes, herpétologues, etc. Et notre travail consiste beaucoup à réconcilier développement économique et protection de l'environnement, puisque les enjeux sont tout à fait, je dirais, présents actuellement, mais nous, on a commencé à travailler sur ces sujets il y a 30 ans, à l'époque où on passait pour des doux farfelus. Voilà, donc 1000 salariés,
À souligner aussi que nous sommes d'ici, puisque notre siège social est à Metz et qu'on travaille d'ailleurs sur un projet de reconstruction de notre siège social avec pourquoi pas des liens avec le monde académique. En tout cas, c'est des choses qu'on envisagera dans les 3 prochaines années. Alors, pour faire un peu davantage connaissance avec tous ensemble et avec vous deux, je vous ai demandé un petit échange croisé. Philippe Combette, vous êtes vice-président chargé de l'innovation et donc universitaire. Quels sont vos liens avec le monde de l'entreprise ou socio-économique ? Non, c'était pas cette question. Hein. Ah si. Vous changez. Hein. Ouais. Alors, vous avez le micro, vous faites ce que vous voulez, Philippe, mais c'était cette question. Alors, en fait, vous m'avez dit... comment êtes-vous tombé dedans ? Comment êtes-vous tombé dedans ? Alors, en fait, il faut remonter dans les années 2000. Donc, à la suite de mon doctorat, en lien avec le CEA Marcoule, je suis parti faire un postdoc au CEA de Grenoble. Et j'ai rencontré un monde interdisciplinaire où se mêlaient microtechnologie et protéomique. Et également grande société. Donc, j'ai travaillé sur des projets d'ampleur avec Sanofi, avec Biomérieux. Et j'ai été assez enthousiasmé par le dynamisme qu'apportaient ces entreprises et par finalement cette énergie qui était communiquée à la recherche. Et finalement, on considérait qu'une recherche peut être appliquée, peut être finalisée. Ça m'a convaincu. Et depuis une vingtaine d'années, je mets à profit cette expérience en mêlant à la fois la formation, parce que le président Auger l'a rappelé, je suis à l'université, enseignant-chercheur. La formation, c'est important, former les jeunes. La recherche, et puis troisième mission, c'est l'innovation, c'est le lien avec le monde socio-économique. Voilà, donc depuis un certain nombre d'années, je suis convaincu qu'il faut ouvrir un petit peu les énergies et partager avec le monde socio-économique ce qu'on sait faire dans les laboratoires. Merci Philippe. Et alors vous, Annelise, vos liens, est-ce que vous avez des liens personnels avec l'université, le monde de la recherche ? Oui. Évidemment, moi j'ai fait mes études à Marseille, à l'université de Marseille, donc jusqu'en maîtrise. Alors il y a beaucoup de doctorants ici, mais ce qui comptait pour moi avant tout, c'était vite rentrer dans la vie active pour faire finalement ce que vous venez d'exprimer aussi, agir concrètement pour la société. Et c'est vrai que c'était à l'époque, c'était d'ailleurs déjà un institut universitaire professionnalisé. Donc j'avais trouvé la voie au sein de l'université de Marseille qui me permettait d'être très connectée avec les entreprises tout de suite, ce qui m'intéressait beaucoup. Et puis, juste pour les liens, alors, parce que ça, c'est une sacrée question. En fait, moi, avec 1000 collaborateurs, des liens avec des chercheurs, il y en a dans tous les sens, et c'est impossible à tracer. Donc, je dirais, le monde de la recherche, le monde de l'écologie, le monde des entreprises de l'écologie travaillent main dans la main. On retrouve des chercheurs dans des instances publiques qui peuvent être amenés à juger les travaux des bureaux d'études, par exemple, comme le nôtre. Donc il y a énormément de connexions. Aussi, j'en profite pour dire qu'on a à peu près 50 stages par an. Donc en général, nos salariés viennent à 70% du monde de l'université. Donc il y a énormément de liens. Et justement, ces liens, Philippe, si vous deviez résumer, ce que peut apporter l'université aux entreprises en matière d'innovation ? Alors, déjà, je pense qu'il faut considérer quand certaines études sont sorties, depuis 50 ans, notamment Fortune 500, qui classe les 500 premières entreprises américaines, ont prouvé que depuis 50 ans, 90% des sociétés ont disparu. Les 10% qui restent sont celles qui ont innové. Donc l'innovation, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et en quoi les laboratoires peuvent contribuer à cette dynamique-là ? Bien justement, en travaillant sur les trois piliers, les laboratoires souvent étant présents dans des structures, dans des universités, la formation, la recherche et l'innovation. Et pour bien discuter, pour bien partager ces mêmes horizons avec les entreprises, je pense qu'il y a un certain nombre de prérequis qu'il faut mettre en avant. Tout d'abord, parler le même langage. Souvent, un académique peut-être ne peut pas comprendre ce que c'est un BRL, un TRL, tout ce qui est lié au monde économique, au monde de la financiarisation, qui fait qu'aujourd'hui, quand même, les entreprises sont des objets qui sont là aussi pour je dirais pas pour faire de l'argent, mais pour constituer une valeur économique. Ensuite, il y a une nécessité de partager, d'avoir à peu près le même chronomètre. Et puis également, important, la même boussole. C'est important quand on commence de rentrer en contact avec une entreprise d'instaurer un climat de confiance
Et ce climat de confiance, au fur et à mesure des années, il se constitue, il se renforce. Et on est capable de faire des choses qu'initialement on n'était pas capable de faire, de comprendre les intérêts de chacun, comprendre les horizons, comprendre les objectifs d'un laboratoire de recherche qui est là pour créer de la connaissance, mais également là pour transformer la connaissance. En tout cas, le PUI de Montpellier, il est là pour assurer un continuum d'innovation, je dirais des laboratoires jusqu'au marché. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans le monde académique. Anne-Lise, avoir le même vocabulaire, le même timing, le même tempo et la même boussole, vous partagez ? C'est pas facile. Absolument. Par contre, j'avais accepté de venir, Philippe, si je disais un petit peu ce que je pense au fond. Hein. Je suis là pour ça aussi. C'est pas simple. Que Dieu, c'est pas simple de travailler avec vous, messieurs, mesdames. Donc non, ça se fait pas. La relation entreprise, université, laboratoire, quel qu'il soit, et je ne viserai absolument personne. C'est factuel, c'est mon expérience, puisque on a toujours fait beaucoup de recherche et développement à Biotope, beaucoup d'innovation. Et mon Dieu que c'est difficile d'aboutir. Donc effectivement, vous avez raison, il faut s'entendre sur le timing. La gestion de projet, c'est tout bête. Mais en fait, sachez que quand même, vous nous intimidez aussi beaucoup avec vos moyens, vos nombres de salariés, etc. Et donc, nous, on se dit, bon, bah super, j'ai fait un super partenariat avec l'université, ça va rouler. Forcément. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut vraiment, vraiment travailler très fort pour arriver à faire aboutir les projets, lever toutes les incompréhensions qu'il peut y avoir. Mais je dis la même chose que vous, un peu différemment, parce que si vous attendez du PUI qui crée la richesse attendue, eh bien c'est pas simple. Il ne suffit pas d'avoir des dispositifs, puisque Biotope en a pu en bénéficier par le passé. Et malgré toutes les aides qu'on a obtenues, on a fini par se désengager complètement de partenariats, en préférant faire des programmes peut-être plus modestes, plus rapides à exécuter, quitte à les laisser tomber plus rapidement aussi, parce que je pense que là, je peux vous dire un grand secret que j'ai mis des années à découvrir, c'est que c'est comme avec nos enfants, il faut savoir dire non. Avec l'innovation, il faut dire stop. Voilà, stop. Stop quand ça ne fonctionne pas, parce que si on va trop loin, quelque part, on perd la confiance, on perd de l'argent, et donc on aboutit au contraire de ce qu'on voulait faire. Philippe, une réaction sur ces difficultés ? En fait, c'est une constatation à l'échelle nationale. On constate que 10% des enseignants-chercheurs créent 90% de l'innovation. C'est bien qu'il y a quelque part un petit problème au niveau, alors est-ce philosophique, est-ce dogmatique, est-ce que les collègues qui ont choisi de faire de la recherche l'ont fait justement pour ne pas choisir le monde de l'entreprise ? Je pense qu'il y a une philosophie qui est en train d'évoluer, les esprits sont en train peut-être de changer, alors changer peut-être par force, considérant qu'aujourd'hui la recherche fondamentale a du mal à se faire financer, et je pense que ça, quelque part, on occulte un peu le futur. Mais de plus en plus, les discours que je tiens, l'aspect financiarisation de la recherche, l'aspect fonds d'investissement est de moins en moins tabou, et on arrive à avoir des discours dans les laboratoires qu'on n'arrivait pas à avoir ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Donc je pense que les esprits sont en train d'évoluer. Allez-y, Anne-Lise, allez-y. Oui, j'ai envie de vous confirmer, c'est-à-dire que j'ai été fort chaleureusement accueillie il y a quelque temps, et je crois que quelque part, il y a une nouvelle orientation, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il fallait que les entreprises comprennent comment fonctionne l'université et aillent trouver la bonne personne, la bonne entrée. Là, vous proposez un dispositif, d'après ce que j'ai compris, pour nous faciliter la vie. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que finalement, ce qu'on peut se dire ce soir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui pourraient travailler dans l'entreprise, et il y a beaucoup de chercheurs dans l'entreprise qui ne sont plus chercheurs d'ailleurs, et qui pourraient travailler dans les laboratoires. Et donc, quand moi, je vais venir voir l'IES, c'est peut-être parce que j'ai un problème, mais peut-être pas. C'est peut-être aussi parce que la stratégie de l'entreprise est d'anticiper pour rester en course, et que donc effectivement j'ai remarqué des choses incroyables qu'on pourrait faire ensemble. Mais si vous m'accueillez en me disant c'est quoi son problème, moi je vais me sentir frustrée en fait, parce que moi ce que je veux c'est transformer le monde aussi. Vous voyez, je dis évidemment c'est pas à moi, mais je pense que il faut qu'on arrive à
parler sur un même pied d'égalité, en fait. Et ça, c'est pas toujours gagné. Évidemment, je ne vise personne. Philippe, il faut plus de mobilité dans les deux sens, c'est un peu ce que disait Anne-Lise. Oui, exactement. On a d'ailleurs au niveau du pôle universitaire d'innovation, je le rappelle, le président l'a dit en préambule, ce n'est pas une structure. Donc le PUI, c'est un collectif. Hein. Donc ça peut paraître un peu de l'ordre du bisounours, mais c'est un vrai collectif qui œuvre pour faire en sorte que les projets d'innovation sortent des laboratoires, quels qu'ils soient, quelle que soit la structure, quel que soit l'organisme de recherche, quelle que soit l'école d'ingénieurs, quelle que soit l'université, en l'occurrence, il n'y en a qu'une, c'est celle de Montpellier. Mais en tout cas, le PUI, là, pour apporter du financement, apporter des idées, faire en sorte que le consortium entre, finalement, le monde académique, le monde entrepreneurial soit vraiment complet et en parfaite articulation. Et donc, il y a, en termes de mobilité, on a l'action Companies and Campus. Alors, avant, c'était Companies on Campus, maintenant c'est Companies and Campus. C'est-à-dire qu'on octroie du financement pour la mobilité d'entreprises qui viendraient, des salariés qui viendraient dans le laboratoire, et inversement, des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui iraient vers le monde de l'entreprise. De plus en plus, on va de mobilité, des gens qui sautent le pas et qui franchissent le pas et qui arrivent finalement avec leur expérience de chercheur dans le monde industriel. Annie, si vous deviez donner des conseils à des entreprises qui veulent se lancer avec l'université, par quoi vous commenceriez ou pas ? Ok. Je dois dire, mais on se l'a déjà dit, hein, Philippe, que c'est un très bon dispositif. Nous-mêmes, on a réfléchi dans l'écosystème des sociétés de Biotope à faire un Erasmus de l'écologie. Donc ça a beaucoup de sens et je pense qu'on finalement on essaye de mieux comprendre aussi les attentes de nos collaborateurs, des votes comme les nôtres, et ça donne des dispositifs comme ça. Donc ça va être assez sympa de dire en plus aux collaborateurs, en plus vous pouvez partir en Allemagne, en Angleterre, mais vous pouvez peut-être partir aussi dans un labo à Montpellier. Et les Allemands seraient très intéressés, évidemment. Nos confrères allemands seraient très intéressés. Alors, pour commencer, c'est pas simple comme question parce que j'estime que, pour le coup, on a essayé pas mal de choses, donc des thèses CIFRE, sur lesquelles j'aurais beaucoup à dire, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Mais attention, c'est des dispositifs aussi qui sont assez complexes à manier. Parce qu'il y a trois parties, il y a l'étudiant, il y a l'entreprise et il y a le labo, et il faut vraiment que chacun soit en accord, la boussole dont on parlait Philippe tout à l'heure. Donc les thèses, je ne conseillerais pas par commencer par ça. Voilà. Moi, franchement, je vous dis, je commencerai par tout simplement, pourquoi pas une prestation dans un sens ou comme dans l'autre, pour pouvoir bien délimiter un cahier des charges, être sûr que la solution va aboutir parce qu'ils auront validé par exemple le cahier des charges, donc ça veut dire qu'ils savent faire. Faisons petit pas par petit pas. Et vous, Philippe, vous prendriez quoi sur l'étagère de l'université pour commencer ? Il y a des tas alors il y a tellement de dispositifs, mais souvent, encore une fois, la première rencontre est souvent la plus décisive. Et souvent, lors de soutenances de stage, par exemple dans les composantes d'enseignement, on a cette fameuse soutenance de stage, quel que soit le niveau, et on s'aperçoit, on a cette fameuse rencontre, cette première rencontre, et on commence à discuter. Et puis après, on va à une soutenance de stage, puis il y a un stage. Parfois, il y a des tests CIFRE ou il n'y a pas de tests CIFRE. Il y a des laboratoires communs, mais en général, ça commence vraiment par quelque chose, une petite étincelle qu'il faut savoir un petit peu, faire un peu transformer en feu flamboyant des relations entre un laboratoire et une entreprise. Oui, alors Anne-Lise a dit, le timing est serré, alors je vais vous en poser une dernière question. Justement, un souhait, peut-être un sujet dont on pourra prolonger pendant l'afterwork tout à l'heure. Si vous deviez faire un vœu sur une évolution la plus importante, la plus souhaitable, quelle serait-elle ? Je pense que effectivement, les entreprises doivent aller vite. Et donc peut-être qu'effectivement, dans le cadre de vos nouveaux dispositifs, répondre vite à la demande, c'est-à-dire tout simplement, si l'université sait faire, elle renvoie vers le labo concerné, après c'est fait.
Si elle ne sait pas faire, elle le dit aussi. Voilà. Et il faut aller, je pense, c'est tout simple, hein, c'est un peu des études de faisabilité finalement, plutôt que de commencer à écrire un énorme, comme je l'ai fait, hein, un énorme programme collaboratif avec tous les services compétents, les services juridiques, définir quelles sont les connaissances antérieures, etc. C'est très très complexe tout ça. Non, déjà une petite étude de faisabilité et on voit si on avance. Et si on avance, pourquoi pas faire après ce gros programme. Merci Annelise. Philippe? Alors, l'université de Montpellier, vous avez vu le classement de Leiden, est la première université hors Paris. Pour le nombre de publications, c'est qu'elle devienne la première université en termes d'innovation. Eh bien, on se prend rendez-vous pour d'ici quelques afterworks pour voir où on en est. On peut les applaudir, on vous remercie. Je vous libère. Et puisqu'il a beaucoup été question du pôle universitaire d'innovation, l'université a prévu un court film clip pour vous le présenter. C'est le moment cinéma. Ici, terre et mer se rencontrent, se nourrissant l'une de l'autre pour créer une synergie singulière qui alimente ce milieu dynamique en perpétuelle évolution. Ici, depuis 800 ans, l'Université de Montpellier puise sa force dans un territoire unique et inspirant, explorant sans cesse de nouveaux horizons. Des vastes champs de l'agriculture durable à l'infiniment petit de la biologie cellulaire, de la précision de la robotique aux enjeux de l'écologie, de la protection du cadre structurant du droit à l'économie favorisant le développement du territoire. Ici, la recherche rime avec créativité et entreprise avec innovation. Ici, la communauté scientifique de l'Université de Montpellier et ses partenaires imaginent ensemble les solutions au carrefour des 3 défis majeurs pour l'avenir de l'humanité. Nourrir, soigner, protéger. Ici, des esprits visionnaires s'associent pour créer les ponts entre la recherche publique et les entreprises, nourrissant la confiance et donnent vie à un écosystème qui œuvre au bénéfice de tout un chacun. Ici, chaque idée est un pas vers un monde à l'image de notre territoire. Ouvert, engagé, solidaire et créatif. Ainsi, autres actrices et acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, docteurs, étudiants, s'allient aux experts de l'innovation pour une science au service de toutes et tous, au nord comme au sud, aujourd'hui et demain. Ici, l'innovation n'a pas de frontières. Bravo. Et je vais demander à Claude Grison, à Pierre Leblinvaux et à Sandrine Guerrero de bien vouloir me rejoindre sur scène pendant que je leur installe leur chaise. Et vous allez voir que c'est un véritable trio. Alors là, on a vu beaucoup de duos se constituer et vous allez voir ce que ça donne quand c'est un trio qui s'y met. Ça fait des étincelles. Bienvenue à vous 3. Voilà, installez-vous confortablement. Est-ce qu'on peut avoir un 3e micro pour que ce soit encore plus confortable? Installez-vous. Wow, ça va être... on a tout ce qu'il faut. Autant. Merci beaucoup. Bienvenue à tous les 3. Merci d'être avec nous. Je vous présente donc très rapidement. Au centre, Claude Grison, vous êtes directrice de recherche CNRS, directrice ici du laboratoire Chimeco, qui est une unité mixte CNRS Université de Montpellier. Et si je devais faire la biographie de Claude Grison, on pourrait vraiment y passer une demi-heure, mais je vais insister sur 1 ou 2 points, Claude, pour qu'on comprenne un petit peu votre parcours. Vous avez été médaille de l'innovation du CNRS en 2014. Vous avez été en 2022 lauréate du prix de l'inventeur européen pour des travaux, des méthodes d'utilisation de plantes que vous avez développées pour extraire des éléments d'un sol pollué et pouvoir utiliser ce qu'on appelle des éco-catalyseurs, si j'ai bien révisé, pour créer de nouvelles molécules pour l'industrie. C'est magique, ça semble magique. Merci d'être là. Et vous avez créé 4 startups. On peut au moins citer 2, BioInspire et Laboratoire Bioprotection, parce que je pense qu'ils sont là, n'est-ce pas? Vous pourrez voir le stand de Crusoé et Edouard, le PDG, qui est là devant nous. Eh bien, merci d'être là. Avec vous, donc, vos acolytes, vos partenaires, Pierre Leblinvaux, cofondateur de TechnoFounders. Bonjour. Et puis, Sandrine Guerrero, vous êtes chargée d'affaires licensing au CNRS. Eh bien, voilà. Alors, pour
pour commencer un petit peu cet échange, hein, je vous ai aussi proposé une question que je vais changer à la dernière minute, comme je l'ai fait tout à l'heure. Non, je plaisante, je ne fais pas ça. Puisqu'on va parler de chimie avec vous, Claude, et d'écologie, j'avais envie de vous demander à tous les trois, quelles sont selon vous les molécules de base, les ingrédients, pour qu'un chercheur arrive à innover et à valoriser ses travaux. Claude ? Alors plus que l'application du produit, moi ce qui me fait rêver, ce qui me motive au quotidien, c'est d'essayer de concevoir des produits sur le long terme en raisonnant d'une analyse de cycle de vie. Donc c'est produire une molécule qui est issue d'une ressource naturelle sans menacer la biodiversité bien sûr. C'est transformer cette molécule naturelle par des procédés dont on maîtrise l'empreinte environnementale au maximum de ce qui est possible. Et cette molécule sera biodégradable et bien sûr sera non toxique, non écotoxique. En fait, c'est tout cet enchaînement de valeurs qui doit motiver la production de nouvelles molécules aujourd'hui, à mon sens. Pierre de votre... Alors peut-être un tout petit mot à ce stade-là sur TechnoFounders pour qu'on comprenne d'où vous parlez et puis ce qui vous semble être les ingrédients essentiels pour que les chercheurs innovent. Alors pour répondre directement, il n'y a pas de formule magique. Hein. Deux mots sur TechnoFounder. Donc, je suis effectivement un des associés fondateurs de TechnoFounder, qui est un startup studio. En réalité, notre métier, il est à l'intersection entre l'investisseur et le partenaire stratégique. Donc j'ai eu la chance de cofonder 2 startups avec Claude. Notre métier, j'en parlerai peut-être plus sur la seconde question, mais notre métier, il va vraiment de bien avant que la startup soit créée, pour identifier ce qu'on peut faire, comment, etc. J'y reviendrai peut-être après, jusqu'à investir et accompagner les startups au fil de leur développement. Peut-être pour répondre à la question sur les ingrédients qu'on a perçus comme intéressants pour faire des spin-offs. J'en ai créé 15 depuis un peu plus de 8 ans maintenant, donc on commence à avoir un petit recul. C'est d'abord la volonté d'aller transférer des produits avec une équation économique à tenir. Ça paraît un peu simpliste dit comme ça, mais c'est très différent de ce qui se passe dans le monde de la recherche. Et il va falloir envie de le faire, parce que ça impose tout un jeu de contraintes. Je pense que la deuxième chose, c'est avoir envie, il y a beaucoup d'envie là-dedans, avoir envie de s'associer avec des profils qui sont différents, qui ne sont pas que des profils scientifiques. Ça demande pas mal d'efforts au quotidien, j'espère pas trop, Claude, tu me diras. Avoir envie de s'associer avec ce genre de profil un peu différent. Et puis, finalement, avoir envie d'être très curieux en permanence, de découvrir énormément de choses, parce qu'on découvre beaucoup de choses quand on transfère ses travaux de recherche. Le voyage, il commence, c'est un nouveau voyage qui commence. Donc il faut vraiment avoir une grande curiosité. Merci, effectivement, on va revenir sur la mécanique après, mais merci pour ces premiers éléments. Et Sandrine Guerrero, même question, et peut-être là aussi, occasion de vous présenter un petit peu plus, vous accompagnez Claude Grison depuis des années. Oui, donc moi j'ai eu la chance d'accompagner Claude depuis, je crois, 2012-2013, dans la gestion de son portefeuille de brevets, puisque Claude a déposé à peu près une trentaine d'inventions, on ne les compte plus à un moment donné, voilà, on est au niveau de la trentaine. Et j'ai eu l'opportunité aussi de l'accompagner finalement du dépôt de brevets jusqu'à le transfert de ces brevets vers des startups qui sont maintenant les 2 startups dont TechnoFounders est cofondateur. Ouais. Alors Claude, pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qui vous a poussé quand même au fond pour en faire autant et pour ne pas vous arrêter ? Alors, quand on est chercheur, on ne décrète pas à l'avance que ces résultats vont conduire une innovation, on n'en sait rien du tout. Mais en fait, en ce qui me concerne, je crois que ma motivation insistante et quotidienne, en fait, c'est que mes travaux de recherche soient utiles à la société. Donc c'est une question que je me répète inlassablement et qui me permet de réfléchir peut-être, d'orienter mes résultats de recherche vers de véritables questions et problèmes au niveau industriel pour essayer de mieux les appréhender, les anticiper au maximum de ce qui est possible et réfléchir au fur et à mesure de leur développement à sont-ils industrialisables, répondent-ils à un marché. Et donc si j'ai des prémices de réponse positives, eh bien, je me rapproche de mon premier interlocuteur quand on est chercheur. Eh bien, c'est mon correspondant valorisation au CNRS, à l'université. C'est d'ailleurs l'occasion, elle vient de remercier Guillaume Rocher au CNRS et qui m'accompagne toujours, mais également François Pirot qui a toujours été présent. À ma demande et donc avec beaucoup de compétences et de bienveillance. C'est vraiment l'occasion de le remercier publiquement. Et puis après, bien de me rapprocher effectivement de Sandrine pour voir si ces résultats doivent être protégés, s'ils doivent être absolument l'occasion d'un dépôt de brevet pour donner une chance à ces résultats donc d'être industrialisés. Il y a une chose qu'on n'avait pas eu l'occasion de discuter quand on s'est parlé, mais que j'ai lu après,
c'est des interrogations d'étudiants, voire d'élèves de collège ou de lycée qui vous ont lancé dans ces travaux révolutionnaires. Hein. C'est vrai ou c'est une légende? Oui, c'est vrai. Puis il y en a une qui est présente au fond de la salle, d'ailleurs. Donc en fait, effectivement, des étudiants de classe préparatoire du lycée Joffre de Montpellier étaient venus me demander de l'aide pour répondre à une question qui n'était pas commune à l'époque. Peut-on dépolluer avec des plantes? Alors je n'étais pas du tout dans mon domaine de compétences. Je travaillais à l'interface chimie, biologie de la santé, un domaine interdisciplinaire, mais très différent. Donc il a fallu que je lise beaucoup de documents de la littérature scientifique pour bien comprendre le sujet, savoir si je pouvais les accompagner, les aider. Et puis j'ai découvert par hasard, à une 50aine de kilomètres d'ici, dans les Cévennes, l'existence d'une plante qui survivait en milieu pollué, qui extrayait ses polluants, et qui était étudiée par un écologue de Montpellier. Donc je me suis rapprochée de lui, et c'était le début d'une longue aventure qui ne s'est pas arrêtée. J'ai quitté mes activités de recherche pour aller dans un laboratoire d'écologie, mieux comprendre l'histoire de cette plante, et m'y intéresser avec un autre regard, avec une question clé. Cette plante avait des prédispositions pour se développer sur un sol pollué, voire contribuer à le restaurer, mais qu'en faire? Comment rendre ces solutions naturelles économiquement viables, donc tout simplement pérennes, durables? Et là, ça a été la question de la valorisation qui s'est posée immédiatement. Voilà un très bon résumé. Comment on accompagne un tel mouvement, Sandrine, alors, quand on est de votre côté? Accompagner Claude, on la suit, on l'accompagne, elle a des idées... Ouais, il y a vraiment cette idée chez Claude de confronter ces innovations au marché. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire. On ne peut pas être chercheur dans une université et pas aller vers le marché, pas se poser la question si son invention, elle va être utile aux industriels, aux clients finaux. Ou, voilà. Il faut vraiment être comme elle, proactif vers le marché, et nous, on accompagne à ce moment-là. Alors vous, l'accompagnement, c'était les brevets, c'est les brevets. Alors l'accompagnement avec Claude... Il a eu différentes étapes. Hein. On l'a accompagné vraiment sur toute la chaîne de valorisation. Donc on l'a accompagné avec nos cœurs de métier qui sont donc le dépôt des brevets et ensuite le licensing, donc la signature de contrat. Mais elle a aussi bénéficié quelque part en avant-première de tous les programmes qu'on a pu mettre en place. Donc on a mis en place au sein de CNRS Innovation un programme de prématuration qui fait passer les inventions d'un TRL 1.2 à un TRL 3.4. Et elle a été une des premières à bénéficier de ce programme. Elle a bénéficié aussi de la première session du programme RISE, qui est un programme d'accompagnement des chercheurs vers la création d'entreprises. Et dans ce cadre aussi, elle a été une des premières à bénéficier d'un accompagnateur en résidence qui aide un peu plus les startups comme ça à se créer. Elle a été aussi la deuxième start-up, je pense, qui a été présentée par le CNRS à Technofounders. Voilà. Et dernière chose, oui, je pense que Pierre et Claude ont bénéficié d'un des premiers programmes de prématuration en collaboration avec des industriels. Et on s'est rencontrés pendant le programme RISE. Tout à fait, oui. Et depuis, vous partez tous en vacances ensemble. Claude, sur ces différents appuis, en préparant, vous me disiez aussi qu'il a fallu les défendre, les brevets. Hein. Il y a eu besoin de persévérance. Oui, tout à fait. C'est un gros travail. Le dépôt d'un brevet est une chose, mais sa délivrance, c'est effectivement un travail sur le long terme. Donc, pas découragé. L'histoire est paradoxale. Le premier brevet sur la valorisation de ces plantes de restauration écologique, en fait, a mis très très longtemps à être délivré, avec 2 recours auprès de l'Office européen des brevets. Donc, il y a un long travail de patience, parfois pas mal de découragement. Et donc, le paradoxe, c'est que c'est ce brevet que l'Office européen des brevets a retenu pour me remettre le prix de l'inventeur européen. Si je peux me permettre de rebondir sur les brevets, parce qu'il y a un travail formidable qui a été fait par Claude et Sandrine bien avant que moi j'apparaisse dans l'image. Et c'est très important quand on dépose des brevets, quand on est chercheur et qu'on dépose des brevets, de se faire accompagner par des gens qui ont de l'expérience et qui ont une vision de ce que ça peut donner en industrialisation. Sans quoi on fait des erreurs grossières, pas par mauvaise volonté, juste parce qu'on a par manque d'expérience. Et derrière, en fait, il faut 3-4 ans avant de s'en rendre compte. Donc c'est très très important de se rapprocher de gens très expérimentés et compétents dans le domaine, parce que ça aide énormément au développement d'une start-up par la suite, si ça doit être le cas. Mais restez dans l'image, Pierre, c'est le bon moment. On doit faire une image un peu accélérée. Les brevets, la création de start-up. Alors, Technofounders, là, il y a le programme RISE qui a été cité. Il a été dit que Claude vous a été présenté. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, moi, j'ai rencontré Claude effectivement lors d'une des sessions du programme RISE.
Donc on s'est rencontrés. Moi, mon métier de base, c'est de venir finalement après les organismes de transfert, comme CNRS Innovation, mais pas que, on travaille aussi avec beaucoup de SAT déjà, et de finalement venir nous associer avec des équipes techniques pour faire émerger des startups. Alors ça veut un peu tout et rien dire, mais il faut voir que ça recouvre 2 grandes phases. Il y a une phase avant la création des entreprises, où là l'idée c'est de bien identifier la valeur ajoutée de la technologie si on imagine un produit, et ça paraît simple à dire comme ça, mais il faut bien détourer qu'est-ce qui est innovant, sur quoi le produit va s'appuyer. Ensuite, il faut concevoir une offre économique qui tienne la route, la tester. Derrière, il faut concevoir un plan de développement pour passer de ce qui est dans le labo ou ce qui sort d'un programme de prématuration qui est déjà fantastique, mais c'est souvent pas encore un produit, hein, loin de là. Et puis après, il y a toute la réflexion autour de l'équipe. Comment se constitue l'équipe? Parce qu'en général, vous avez un groupe de personnes qui ont envie de faire, mais qui n'ont pas toutes forcément la disponibilité pour aller dans une entreprise, ni l'envie forcément. Moi, je n'oppose pas du tout le parcours académique et le parcours d'entrepreneur. Tous les chercheurs ne sont pas faits pour devenir des entrepreneurs, et c'est réciproque. Et donc, il faut trouver la bonne façon de construire une équipe. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais voilà, il faut le concevoir. Tout ça, ça se fait avant la création de l'entreprise et on le fait ensemble en fait. Quand je dis ensemble, c'est vraiment les chercheurs, les accompagnateurs des services de valorisation, les gens de l'organisme de transfert, etc. Et après, une fois qu'on est d'accord et qu'on se dit on y va, nous ça a été fin 2019, on y va, on crée une entreprise, on y croit suffisamment. On le sait très bien à ce stade-là, mais ça va changer encore 10 fois dans le plan. Ben là, notre deuxième métier, c'est d'investir dans ces sociétés. Alors au début, c'est pas beaucoup, c'est quelques centaines de milliers d'euros. Et puis, si les entreprises se développent, on investit quelques millions d'euros pour continuer à porter leur croissance. Tout à l'heure, il était question de la vallée de la mort en fait, dans la sortie de labo. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est extrêmement rare encore en France aujourd'hui d'avoir des investisseurs qui sont capables de se positionner très tôt, avant la phase industrielle. C'est pour ça qu'on a créé, alors ça reste modeste, moi j'ai créé un petit fonds d'investissement qui fait 30 millions d'euros, on est en train de lever le deuxième, mais ça nous a permis déjà d'amorcer une quinzaine de sociétés dans ces phases pré-industrielles. Voilà. Comment vous avez vécu cette phase-là, Claude ? Écoutez, en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé en équipe. Je pense que votre initiative est vraiment intéressante parce qu'elle permet vraiment de rappeler que le chercheur n'est pas tout seul. Peut-être que l'innovation vient d'une initiative créative personnelle, mais cette innovation n'est reconnue que si elle est accompagnée, défendue, protégée. Donc voilà, merci beaucoup de le rappeler, de donner cette occasion de le partager avec Sandrine et donc Pierre, bien sûr. Alors il faut savoir aussi que cette période intermédiaire, après les projets de prématuration, quand on a créé les entreprises, ont également bénéficié de l'accompagnement de Companies on Campus, donc qui est arrivé pile au bon moment pour nous aider, notamment je pense pour Crusoe, ça a été une étape importante, d'accompagner la commercialisation, de régler tous les problèmes qui ne sont pas forcément des problèmes scientifiques de recherche, des problèmes réglementaires, de qualité produit, etc. Donc qui sont tout aussi importants, qui peuvent être rédhibitoires lors du démarrage de l'activité de l'entreprise et qui nous ont également beaucoup aidés. Je vous ai vu vouloir ajouter quelque chose, Pierre. Je me suis rendu compte qu'on vous parle depuis tout à l'heure de start-up qu'on a créées ensemble, mais on ne vous a pas dit ce qu'elles faisaient. BioInspire. Et c'est en 2 mots, peut-être pour que vous compreniez ce qu'on fait, parce qu'en plus, elles ont des typologies assez différentes, et donc je pense que ça peut intéresser des gens très très différents. On en a créé une première qui s'appelle BioInspire et qui produit des ingrédients de chimie fine, mais durable, de façon durable, en s'appuyant sur les éco-catalyseurs que Claude a développés et brevetés. Et ça permettra demain d'avoir dans vos produits cosmétiques, dans vos produits du quotidien, des ingrédients réellement durables. Donc ça, c'est fantastique, mais c'est une entreprise qui demande énormément d'efforts de R&D avant une phase d'industrialisation qui est l'image un peu d'Épinal que se font les gens de l'industrie, c'est-à-dire une usine avec des réacteurs, etc. Bon. Il y a la deuxième start-up qu'on a créée, 1 an après d'ailleurs avec Claude, est assez différente d'un point de vue type maturité, c'est que entre le moment où on s'est dit allez on y va, on crée la boîte, et le moment où il y a eu un premier produit, en l'occurrence Crusoe, qui est un anti-moustique que vous pouvez trouver là-bas, sur le stand qui est là-bas, je fais un peu le VRP au passage, il s'est passé 6 mois. Vous voyez, ça n'a rien à voir. BioInspire, ça fait 4 ans et on rentre dans la phase d'industrialisation. Et donc toutes les startups dites deep tech aujourd'hui, on met un grand mot-clé, mais en réalité, il y a des histoires très différentes. Il ne faut pas être trop pressé. Et cette phase d'industrialisation, elle se passe très bien si vous avez des partenaires pour qui vous avez confiance. Je prends aussi la crème anti-démangeaison, si jamais, parce que je crois que je n'avais pas l'anti-moustique au bon moment. Claude, qu'est-ce que ça vous apporte sur le plan de votre recherche ou en général, ces collaborations avec l'industrie? C'est extrêmement enrichissant parce que ça élargit la culture du chercheur, s'intéresser aux problématiques du milieu industriel, chercher des solutions, c'est bien sûr extrêmement motivant et ça élargit ses horizons.
c'est aussi un retour d'expérience extrêmement intéressant. Je pense qu'on parle de sociétés voilà, qui évoluent bien, mais on a aussi une expérience passée qui était plus compliquée, donc on apprend beaucoup. On découvre un autre monde qu'on ne connaît pas forcément nécessairement. On parle beaucoup de l'industrie, mais il y a aussi tout le système financier qui accompagne la création des entreprises, donc qui est un monde voilà, qui est très informatif, qu'il faut absolument connaître, ne pas être naïf sur ces aspects-là. Donc voilà, ça ouvre les horizons et ça élargit son domaine de culture et de connaissances de façon extrêmement forte. Vous vous fixez des limites dans vos collaborations, dans votre implication ? Alors je dirais comme ça spontanément, moi j'en vois deux. Il y a la limite purement matérielle, c'est-à-dire que pour le chercheur, accompagner le transfert de ses résultats vers le milieu industriel, bien c'est assez chronophage, ça me demande du temps, de l'énergie. Alors comme vous l'imaginez, le chercheur n'a pas plus de moyens pour autant. Donc il arrive un moment où effectivement ça peut nuire à ses activités de recherche. Donc là il doit se poser la question de ce qu'il préfère. Doit-il s'investir à 100% dans la valorisation de ses travaux ou rester chercheur ? À un moment on est obligé de se poser la question de façon très réaliste et pragmatique, tout en restant disponible pour être donc conseiller l'entreprise. Je crois que Jean-Luc Moulet, qui est DGDI au CNRS, a fait une enquête 7 ans après toute collaboration publique-privée telle qu'elle soit. Les liens sont encore très forts entre les deux entités. Donc ça, c'est la première question importante. La deuxième, que ça soit pour Crusoe ou bien Spire, il y a une dimension écologique dans chacun de nos projets qui est très forte, qui est le point de départ des innovations. Et donc, le respect de l'éthique écologique au niveau de l'industrie qui valorise ses travaux est essentiel. Et pour moi, le go-no-go, ça serait l'entreprise ne respecte plus cette éthique écologique, qui est très proche de valeurs humaines, très compréhensible. Et là, c'est effectivement, ça pourrait être rédhibitoire parce que c'est pour moi non négociable. Merci Claude. Sandrine, si je vous demande de synthétiser des conseils aux chercheurs qui veulent se lancer, vous mettez quoi sur la liste ? Alors, la première chose, c'est qu'il faut être méfiant avec les entreprises, excusez-moi. Au départ d'un premier contact, il faut être méfiant, mais pas trop. Parce qu'on a eu beaucoup de discours vers les chercheurs qu'il fallait se méfier des entreprises, qu'il ne fallait pas les rencontrer sous les accords de secret. Mais il y a quand même un besoin de communication. Voilà. La communication, elle est très importante. Il faut quand même, entre guillemets, appâter le client. Donc il y a un besoin, vous vous protégez, d'accord, mais sachez communiquer sur ce qui est déjà public. Voilà. Si Claude a eu beaucoup de contacts industriels, je pense aussi que c'est toute cette capacité de communication dans différents médias, sur différents supports qui lui ont permis d'avoir tous ces contacts industriels. Donc ça, c'est important. Et le deuxième contact, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Si on prend l'exemple de Claude, comme elle disait, il y a eu des startups qui ont été créées, qui n'ont pas marché. Il y a eu des brevets qui ont été abandonnés, mais ce n'est pas grave, parce qu'au final, si vous avez le sentiment de l'innovation, on rebondit et ensemble, on crée des succès. Pierre, vous avez envie que vous nous dressiez le portrait robot du chercheur qui peut se lancer. J'ai déjà dit qu'il n'a pas de portrait robot, mais vous n'avez dit pas de recette. Je peux essayer un petit exercice. Je vais juste compléter ce que disait Sandrine, parce que Sandrine parlait de communication, et c'est vrai. Je pense qu'il faut aussi, en tout cas je l'ai vu dans les différentes startups qu'on a créées, écouter ce que peuvent dire les partenaires industriels. Ça a été dit tout à l'heure, mais finalement la compréhension, je trouve, du cahier des charges de l'industriel dans sa dimension technique, mais aussi dans sa dimension économique, elle est cruciale en fait pour commencer une relation sur de bonnes bases. Et souvent, dans ce que j'ai vu en tout cas, il y a la compréhension technique, elle est parfaite, mais elle occulte un petit peu les contraintes économiques qui vont avec la vie d'une entreprise. Donc ça, c'est aussi hyper important. Après, en termes de portrait robot, très franchement, pour moi, la première chose, c'est d'avoir une envie de transférer certaines inventions dans le monde économique parce qu'elles ont une utilité. Encore une fois, moi je rappelle, toute la connaissance issue de la recherche n'est pas faite pour ça. Je pense que c'est idiot de vouloir tout transférer dans une entreprise. C'est pas fait pour ça, la recherche. Je ne suis pas docteur, donc je parle facilement de ça. Et en revanche, donc, la motivation, l'envie de se frotter à des gens un peu différents et des résultats solides et répétables. Après, vous avez aujourd'hui, et moi je l'ai vu avec l'Université de Montpellier dans l'ensemble et avec CNRS Innovation, il y a énormément de gens autour des chercheurs aujourd'hui qui peuvent aider et qui peuvent guider. Donc il faut oser ouvrir des portes, poser des questions, et vous allez assez rapidement trouver les bons relais ou les bons partenaires, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de gens formidables
dans cet écosystème, notamment avec le PUI, qui peuvent vous orienter finalement très vite. Il ne faut pas croire que ça va prendre très très longtemps. Voilà. Il faut oser. Merci. Et Claude, peut-être une dernière question pour vous. Est-ce qu'une des clés, c'est la formation des jeunes chercheurs à ces questions d'innovation ? Alors on peut les sensibiliser. Alors attention, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas brûler les étapes. Je pense qu'il est aussi important d'avoir un bagage scientifique le plus élevé possible. C'est quand même le prérequis. Mais bien sûr, les sensibiliser à la valorisation possible de leurs résultats, en quoi leur recherche pourrait intéresser le milieu, industriel, milieu économique. Donc en discuter, les former, mais sans renoncer, au point crucial qui est quand même la compétence scientifique d'abord. C'est ce qui est attendu d'un chercheur. Très bien. Merci à tous les trois. On peut les applaudir. Je vous remercie pour ce partage passionnant. Je vous laisse vous réinstaller dans la salle. Et je propose à David Mouillot, Vincent Abello et Léa Mazel de prendre le relais sur scène. David Mouillot, qui est professeur des universités, je vous les présente le temps qu'il s'installe, qui est membre de l'unité mixte de recherche Marbec. Vincent Abello, qui est investisseur, qui représente SpyGen. Et puis Léa Mazel, qui est responsable du service contrat et valorisation de l'université de Montpellier. Bienvenue à tous les trois. Installez-vous. Alors, c'est un découpage qui vaut ce qui vaut. On est parti de l'envie d'innover aux clés d'une collaboration réussie entre le public et le privé. C'est donc cette deuxième phase, si on veut, qu'on va essayer d'explorer avec vous trois. Et puis, on va faire le lien avec ce qui vient d'être dit, peut-être pour vous demander à chacun de nous dire ce qui vous semble être les qualités qui permettent à un chercheur d'innover et de se lancer dans ce monde merveilleux du transfert et de l'innovation. David Mouillot ? Je commence. Allez. Il fonctionne, c'est bon ? Ça fonctionne. Donc la question, c'était alors, vous n'étiez pas prêt. Les ingrédients, les qualités pour se lancer dans l'innovation quand on est chercheur ? L'inconscience, ouais. Un peu de folie. Un peu de folie, ouais. Un peu de folie, ça c'est sûr. Je pense que là, au début, c'est assez impressionnant parce que c'est un monde qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, moi, personnellement, j'avais jamais mis un pied dans ce monde-là. Donc c'est vraiment ce côté-là, se lancer, pas être trop méfiant, ça c'est sûr, et puis faire confiance. David ? Vincent ? David, Vincent. Non, moi j'ai plus de mal à parler pour les chercheurs, mais en tout cas, tout ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de compétences, énormément de savoir, parfois de la peur de ce monde un peu inconnu. Et en réalité, quand on se parle, qu'on se fait confiance, qu'on échange sur ces deux mondes, on se rend compte qu'il y a plein de points communs, qu'il y a plein d'objectifs communs, qu'en réalité, c'est toujours pareil, c'est quand on assemble des complémentarités que ça fonctionne. Elia ? La curiosité déjà d'aller vers d'autres thématiques parce qu'il y a toutes les qualités nécessaires à un chercheur, mais il y a aussi pour le transfert de s'intéresser aux questions juridiques, aux questions de propriété intellectuelle, tout ça. Donc la capacité à aller mobiliser les bonnes personnes et à aller chercher vers d'autres horizons que ce qu'on connaît. On en revient aussi à cette notion de collectif. Alors on va revenir un petit peu sur votre histoire, David Mouillot, et je voudrais que vous nous disiez comment vous avez mis à travailler avec le secteur privé, d'autant que c'est une histoire peu commune, puisque finalement vous avez fait appel pour vos travaux de recherche à un prestataire privé. Oui, c'est ça. Quand on veut se mettre sur une technologie émergente, moi c'était l'ADN environnemental, donc aller chercher ces petits bouts, ces petits fragments d'ADN dans l'eau pour mieux décrire la biodiversité marine. On était en 2015, une technologie uniquement employée dans les milieux plutôt lacustres, terrestres. Et bien là, on a deux solutions. Soit on essaye de développer la compétence en interne, ou soit on externalise chez un partenaire qui est déjà compétent. Tout le monde m'a conseillé la première option, donc j'ai fait la deuxième. Pour une raison simple, j'ai vite vu le potentiel du sujet et je me suis heurté vite fait mentalement au volume que ça allait générer. Et je me suis dit, processer autant d'échantillons en interne, ça ne le fera pas. C'est pas possible. Je peux développer un labo chez moi, je peux faire 50, 100, 200, 300 échantillons à l'année. Là, j'en suis quasiment à 1200 avec les mêmes protocoles. Donc là, la quantité fait que la prestation m'arrange beaucoup et c'est comme ça que je suis venu vers la compagnie de Vincent pour avoir ce standard et ce flux d'échantillons permanent qui m'assure le fait que moi, je puisse faire de la recherche avec cette charge mentale en moins, en fait. Vincent, votre côté de l'histoire, à ce moment-là, quand David vient vous chercher, qu'est-ce que vous faites et comment naît la collaboration ?
Alors, déjà rapidement, ce qui est intéressant, c'est que SpyGen au départ est un spin-off de chercheurs de l'UGA de Grenoble. Donc c'était déjà une technologie issue de l'université. Et ensuite avec des licences exclusives sur des brevets du CNRS. Donc c'est déjà le monde public qui a créé SpyGen. Et ensuite, on a travaillé depuis 2011. SpyGen a été le premier niveau mondial à faire de l'ADN environnemental au niveau commercial. Et on a travaillé quasiment que sur de l'eau douce. Et en réalité, David et son équipe, qui étaient des experts de biologie marine, se disaient, voilà, on a besoin de mieux comprendre les inventaires de biodiversité en milieu marin. Quasiment personne au monde savait le faire, puisque vous avez beaucoup moins d'ADN présent dans l'eau de mer que dans l'eau douce. Et donc, David a tenté, a dit, tiens, on va essayer de voir ce qu'on est capable de faire. Là, on s'est rendu compte qu'on trouvait, bizarrement, contrairement à ce que tout le monde avait parfois envie de penser, beaucoup plus de choses que ce que tout le monde imaginait. Et on a commencé à développer comme ça, jusqu'au fait d'avoir fait l'ensemble de la côte méditerranéenne l'année dernière, et donc 2000 km de côte méditerranéenne. Et en fait, on se rend compte qu'on accède à beaucoup plus de données que ce qu'on n'a jamais généré. Et en fait, nous, on est là pour générer cette donnée, faire les analyses en biologie moléculaire. Et David est là justement pour en faire quelque chose. Donc, trouver un moyen ensuite de faire les analyses, de publier, de faire de la recherche et de montrer que cette technologie n'est rien sans les chercheurs et les experts, et que derrière, en fait, ça permet de faire avancer le monde de la conservation. David, qu'est-ce que vous avez retiré de cette collaboration, au-delà évidemment des résultats directs, mais travailler avec un tiers, ça vous a apporté quoi? Ça leur a apporté quoi aussi, peut-être, selon vous? Moi, je pense que déjà pour mes équipes, pour mes jeunes chercheurs, pour mes étudiants, c'est vraiment une belle ouverture aussi d'aller visiter leur labo, de côtoyer d'autres personnes que le sérail académique classique. Donc là, je suis enchanté. Vincent a reçu 2 de mes étudiants aujourd'hui, donc c'était vraiment sympa d'avoir ces échanges. Donc ça aussi, c'est une belle ouverture, c'est sympa parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de côtoyer des gens du privé. Et puis pour moi, c'est une manière de voir les choses très différente, de rationaliser un peu tout ça. Vincent me cadre beaucoup. Je vais sûrement créer ma propre entreprise moi aussi, et sans Vincent, je n'y serais pas allé. Donc c'est vrai que ça nous apporte beaucoup de choses en termes de cadrage, de réalisme, de rencontre du marché et du besoin. On rêve, nous, avec nos produits, mais s'il n'y a pas de marché en face, ça ne le fait pas. Ça, c'est des choses que je n'avais pas du tout réalisées tout seul. On croit toujours que ce qu'on prépare, ce que l'on a en idée, c'est toujours quelque chose qui va rencontrer un enthousiasme débordant. Et la réalité est souvent différente. Donc là, ça nous permet, enfin moi, ça me permet personnellement d'y voir plus clair et de mieux canaliser le produit, in fine, que ce que je l'aurais fait moi-même. Léa, peut-être à ce stade-là, qu'est-ce qui vous semble essentiel comme étape, comme outil pour réussir de telles collaborations? Alors là, c'est quand même assez particulier. Hein, cette collaboration, ça suppose un marché entre l'université et SpyGen, c'est ça? Oui, alors les différentes étapes pour une bonne collaboration, ça va être, comme ça a été dit tout à l'heure, déjà de commencer par des petites choses. Ça peut être un stagiaire, une prestation, mais ensuite, ça va être assez vite d'anticiper la valorisation future, c'est-à-dire de ne pas attendre forcément d'avoir les résultats pour se poser de la question de ce qu'on va en faire et de réfléchir le plus tôt possible à quelle va être la stratégie de valorisation. Et puis également de mettre dans la boucle les interlocuteurs capables d'accompagner les scientifiques le plus tôt possible pour pouvoir bien protéger le partenariat, bien cadrer et faire les choses dans le bon ordre. Ça, David, c'est important de ne pas être seul, d'être entouré, appuyé tout au long du partenariat. Ah oui, surtout pour moi qui suis vraiment une catastrophe administrative. Si je n'avais pas tout cet écosystème sur l'université, ça ne serait même pas la peine d'essayer. Donc voilà, tout ce qui est juridique, convention, ça me donne des boutons à l'avance dès que j'ouvre le fichier. Donc ça me permet d'avoir des choses bien calées. Et sans eux, c'est sûr que ça serait rigoureusement impossible. Vous avez identifié des défis culturels un peu à franchir aussi pour que les deux mondes travaillent mieux ensemble? Pas tant que ça, moins que ce que je croyais. Voilà. Je pense qu'avec Vincent, on partage ce côté, on est pressés tous les deux, donc on aime bien que ça aille vite. Donc je pense qu'au niveau du timing, du calendrier, on est assez bien calé. Et culturellement, entre nos équipes, j'ai pas l'impression quand on fait des séminaires ensemble, hein, donc en fait ça c'est bien aussi, on fait au moins un séminaire ensemble chaque année, donc ça c'est chouette, nos équipes se rencontrent, tout le monde vient discuter. Et je sens pas vraiment cette frontière, cette scission entre nos équipes, enfin de mon point de vue. Non mais assez d'accord, après SpyGen c'est vers la moitié de chercheurs, donc en réalité on a cette culture de la recherche, on a cette culture de l'échange, et je pense qu'un des points clés c'est qu'on a un objectif commun. Donc on met de la donnée au service de la conservation, on travaille avec David, on est conscient que
Sans les équipes de l'université, on n'arriverait pas à atteindre ce qu'on est en train de faire. Donc il faut juste être heureux d'être avec l'autre et puis d'avoir un objectif commun et d'y arriver ensemble. Et Léa, vous, de votre côté, avec peut-être d'autres cas de figure que vous avez connus, les défis culturels, d'organisation? Oui, alors forcément, il y a un défi aussi sur le fait que la partie contrat ou propriété intellectuelle, ça va être plus du juridique, donc d'arriver à bien comprendre les enjeux qui vont être ceux du chercheur ou de l'entreprise, qui sont des enjeux scientifiques, donc on ne va pas forcément parler le même langage ou avoir le même point de vue, donc d'arriver à bien calibrer les choses pour accompagner le projet du mieux possible et s'adapter à ça, c'est un enjeu important. Et sur la complexité qu'évoquait Annelise Melki au début aussi, Vincent, votre retour peut-être C'est sûr qu'il y a de la complexité. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que les avantages qu'on en tire sont supérieurs à la difficulté générée? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai gain à ce que les entreprises travaillent avec le monde de la recherche et le monde universitaire. Je pense que les défis, on peut les relever. Il suffit juste de s'y mettre ensemble. De temps en temps, moi, il y a des problèmes administratifs. J'appelle David, je lui explique. David essaye aussi de trouver des solutions. Donc, alors, c'est pas simple, mais si on veut y arriver, il y a toujours un moyen d'y arriver. Alors justement, David, vous l'avez un petit peu dit, vous ne vous arrêtez pas complètement là, ou en tout cas, vous vous limiterez peut-être pas à ce projet-là. Vous êtes lauréat d'une bourse ERC, c'est le top du top au niveau européen, et ça pourrait donner lieu à une création d'entreprise? Oui, c'est deux mondes complètement opposés, hein, parce que l'ERC, c'est la science européenne la plus fondamentale possible, donc là, on est très loin de l'entreprise. Mais également, ce sont des financements qui nous engagent, qui nous donnent des facilités pour créer des spin-offs de ces projets très fondamentaux, très théoriques. Moi, vous voyez, je traite de la pauvreté en Afrique en lien avec la biodiversité marine. Donc, en fait, on est sur des choses extrêmement théoriques. Mais ce genre de projet nous donne des compétences. Notamment là, c'est de l'intelligence artificielle au service du développement durable. Et l'idée, on en a un peu discuté avec les gens de l'université, j'en discute avec Vincent, je me sens bien accompagné, c'est de traduire ce projet européen aussi en une nouvelle entreprise. Et là-dedans, Vincent, c'est la confiance qui va permettre d'aller plus loin et de continuer à travailler ensemble? En tout cas, par rapport à Spagen, par rapport au projet de David, pour moi, c'est plus une question de se donner des conseils. On a chacun des expertises différentes. On a appris ensemble ce que c'était que de justement partager des grands projets. Et je pense que c'est toujours intéressant d'expliquer. Déjà, ce qui est intéressant dans les échanges, c'est que pour David, rien que créer une entreprise, c'est compliqué. Et donc, quand on a l'habitude de créer des entreprises, on explique que ça, c'est pas compliqué. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de trouver un produit, trouver un marché et pouvoir payer les salariés qui travaillent dans l'entreprise. Donc, si je lui dis, si tu trouves le moyen de résoudre ce problème-là, créer l'entreprise, ça sera pas compliqué. Chacun voit vraiment midi à sa porte, finalement. Il faut ça. Vous leur donneriez quel conseil, Vincent, aux chercheurs qui veulent se lancer avec votre expérience? Moi, je dirais déjà de faire confiance. Parce que je crois déjà se faire confiance, parce qu'il y a énormément de compétences, énormément de qualités. Faire confiance au monde de l'entreprise, parce qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent sur le dos des gens, et du savoir-faire et de la connaissance française. Il y a un vrai besoin de travailler ensemble et de créer de la richesse ensemble, parce qu'à la fin, la richesse, quand elle est créée, elle retombe toujours pour tout le monde. Donc on a toujours peur que les gens s'enrichissent par son savoir. Déjà, s'enrichir, c'est pas facile, d'accord? Donc il y en a beaucoup qui essayent, il y en a peu qui réussissent. Et donc je pense que c'est surtout se faire confiance et puis essayer d'accomplir quelque chose ensemble. Donc faire confiance aux gens et pas partir du principe qu'ils sont là pour essayer de les exploiter. Léa, vous aussi, si vous deviez vous essayer au jeu des conseils, aux recommandations? Je dirais de bien penser à s'appuyer aux services de partenariat et à toutes les personnes compétentes dans la matière qui peuvent accompagner ces projets-là et aussi d'anticiper, de vraiment réfléchir à la stratégie du projet le plus tôt possible et le plus en amont pour pouvoir justement régler toutes ces questions et éviter de rencontrer des difficultés par la suite. Merci. Et David, alors vous avez dit on peut se lancer en ayant une phobie administrative. Vos autres conseils, si vous en avez à vos amis chercheurs? Mes autres conseils, je pense que c'est Philippe qui parlait de l'étincelle. Moi, je ferai une analogie avec le mariage. Je ne suis pas forcément bien placé pour en parler, mais voilà, je pense qu'il faut un joli coup de foudre au départ, c'est important.
Je pense que là, nous, on a été plongés avec Spagen dans une aventure avec les expéditions de Monaco, où on nous a lancé sans filet ensemble sur un gros challenge. Et puis après, ça s'entretient. Je pense qu'avec Vincent, on a un Labcom, mais on est en perpétuel renouvellement. On parle à chaque fois de nouveaux projets. On décroche un projet quasiment tous les 6 mois. Donc malgré le coup de foudre au départ, il y a beaucoup de forces centrifuges. On pourrait tous les deux s'éloigner assez rapidement à la suite du Labcom. Donc en fait, c'est toujours remettre vraiment de l'huile au moulin, en tout cas avoir en permanence cette envie de collaborer avec de nouveaux projets. Donc on en a quasiment un tous les 6 mois. Nous, on n'arrête pas. Donc, Peut-être une dernière question pour vous, un peu comme avec Claude Grisot tout à l'heure. Quelles limites vous vous fixez éventuellement dans ces collaborations, dans cette implication avec le privé ? La retraite, et encore même pas, parce qu'après la vie académique, on pourra continuer. Donc non, c'est très dur de voir des limites avec ce qu'on fait en ce moment avec Vincent. C'est ça qui est assez stimulant. Je ne vois pas vraiment de limite. On vient de faire de la côte méditerranéenne, donc 2000 km de côte. Voilà. Demain, on va peut-être faire la façade atlantique. Après-demain, c'est la Calédonie. Après, c'est les grands fonds marins. Donc, on n'a pas vraiment de limite, ni au niveau budget, ni en termes de ressources. Donc, c'est dur de savoir ce qui va nous arrêter, mais on va bien s'arrêter. Bon, on essaiera de vous suivre, même de loin, puisque vous serez partis loin. Merci à tous les trois. On peut les applaudir également. Merci beaucoup. Je vous laisse vous installer. On en arrive donc à ces prix de l'innovation qui sont le motif de notre soirée. Ils vont vous être présentés sous la forme d'une vidéo pendant laquelle les lauréats vont être connus et vont pouvoir vous présenter leurs travaux. Alors, juste avant que le film soit lancé, puisqu'il se veut volontairement bref, quelques éléments un tout petit peu sur ces prix de l'innovation, puisque il y a eu 19 candidatures dans cette édition 2024. Chaque lauréat du prix reçoit une récompense personnelle ou collective de 3 000 €. Ces prix récompensent des créations d'entreprises, des transferts de technologies, évidemment, qui sortent du monde académique. C'est de ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis, il y aura 6 lauréats, un par pôle thématique. Je sens que je vais sauter on va me pousser en là. Je vais me décaler ici. 6 lauréats, un par pôle thématique de l'université et un coup de cœur. Une nouveauté aussi cette année, les lauréats ont été accompagnés par l'équipe communication de l'université pour pouvoir produire des contenus vidéo sur leur recherche. Si on est prêt, Magnéto Serge, comme on disait. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Colombani, je suis actuellement ingénieure de recherche au sein du laboratoire FIMEDEXP et mes collègues et moi-même sommes lauréats du prix de l'innovation pour le pôle biologie santé du PUI pour notre projet Oxycal Therapeutics. Il faut savoir que chaque année, des millions de patients vont avoir recours à une ventilation mécanique au moment de leur arrivée en unité de soins intensifs ou pour une chirurgie programmée. Bien que cette pratique médicale va leur sauver la vie, elle va également induire et provoquer une dysfonction du diaphragme qui est à l'origine d'une insuffisance respiratoire. Notre solution est de développer le premier traitement préventif de cette pathologie respiratoire, à travers une molécule que nous avons identifiée comme étant capable d'agir sur les mécanismes en amont de l'apparition de cette pathologie. Nous sommes activement soutenus par l'Université de Montpellier. Nous avons également eu la chance d'être lauréats du Booster Innovation Montpellier en 2023, qui nous permet d'accélérer ces développements. Et aujourd'hui, nous pouvons valoriser ce travail de recherche à travers la création de notre start-up Oxycal Therapeutics. Pour finir, notre équipe, donc l'équipe d'Oxycal Therapeutics, souhaiterait remercier les membres du PUI de nous avoir fait confiance en nous attribuant ce prix de l'innovation pour le pôle biologie santé. Bonjour, je suis Bijan Mohammadi, je suis professeur à l'Université de Montpellier, je suis membre du laboratoire IMAG et je suis lauréat 2024 du concours d'innovation pour le projet de diplomate Verbanzai. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'apporter une solution innovante qui permet d'apporter l'IA pour la solution des problèmes de maintenance prédictive et détection d'anomalies sur les chaînes de production en industrie. S'il y a un changement d'environnement, immédiatement le modèle s'adapte à son nouvel environnement. Donc le problème de maintenance des modèles, ce qu'on appelle MLOps, ne se pose plus. Enfin, on apporte la preuve de faisabilité économique du ROI de l'IA. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu par ses pairs. Et ça, je remercie vraiment l'université, mes tutelles, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ASAT et le PUI pour avoir retenu ce projet. Merci beaucoup.
Bonjour, je suis Isabelle Bourdon, enseignant-chercheur au laboratoire MRM et nous avons le plaisir d'avoir été lauréat du prix Innovation 2024 sur un projet qui s'intitule Consent Chain. Le projet avait pour objectif de renforcer, fluidifier la traçabilité des consentements patients dans le cadre des essais cliniques. Le recueil du consentement des patients qui participent à des essais cliniques est très consommateur de temps, de déplacement et de gestion des versions, puisque l'ensemble du processus s'appuie essentiellement sur des consentements papier. Et donc, nous avions la volonté de développer une solution pour assurer une meilleure sécurisation de ce processus de consentement patient et ainsi favoriser sa traçabilité. On a pu mener ces travaux de recherche avec l'appui de la région Occitanie, ainsi que l'ensemble des partenaires du consortium, Patrice Van de Velde de l'entreprise Unblock, ainsi que Roxana Ologeanu TDI de TBS. Et nous avons le plaisir d'avoir été financés par le PUI de l'Université de Montpellier pour les prochaines étapes de ce projet. Je m'appelle Damien Voiry, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille à l'Institut européen des membranes à l'Université de Montpellier et je suis lauréat du prix de l'innovation 2024 pour le projet C2Ed. Notre technologie vise à valoriser le dioxyde de carbone, le CO2, qui est un des principaux gaz à effet de serre. Notre approche, au lieu d'émettre le CO2 et d'utiliser des ressources fossiles, c'est de convertir le CO2 en éthylène. Comme ça, on élimine les besoins en ressources fossiles et on va convertir et valoriser ce CO2. On va alimenter l'électrolyseur en CO2 et en eau pour convertir en éthylène et en oxygène. L'intérêt d'utiliser cette technologie d'électrolyse, c'est qu'on peut la coupler à des énergies décarbonées pour rendre le processus de synthèse d'éthylène plus vert. Donc je tiens à remercier le pôle universitaire d'innovation pour ce prix, la SAT Accélère et la Commission européenne. Je remercie aussi le CNRS et l'université qui m'ont permis de mener à bien mes recherches. Je suis Frédéric Aberling, directrice de recherche dans l'unité DIAD et je vais vous parler de notre projet de recherche SEXPALM pour lequel nous venons d'obtenir le prix de l'innovation de l'Université de Montpellier dans le pôle AEB. Nous travaillons sur les palmiers, une grande famille composée d'environ 2600 espèces et qui sont très utiles pour les populations du fait des fruits et des graines qu'elles produisent. La plupart du temps, ce sont les palmiers femelles qui sont recherchés pour la production de fruits. Or, il faudra attendre environ 5 à 15 ans selon les palmiers pour connaître le sexe des palmiers. Nous proposons une solution qui utilise le sexage précoce. En effet, nous avons réalisé une exploration des génomes mâles et femelles et nous avons identifié des régions qui sont dites liées au sexe et des chromosomes sexuels. La détection des marqueurs se fait après une électrophorèse sur gel d'agarose. C'est donc une méthode qui est déployable facilement dans n'importe quel laboratoire de biologie moléculaire. Je remercie l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réussite de ce projet et nous avons pour perspective de continuer à développer ces marqueurs du sexe pour faciliter le développement des agrosystèmes basés sur les palmiers en Afrique mais également en Asie, en Amérique du Sud. Bonjour, je m'appelle Philippe Rondard, je dirige l'équipe neurorécepteur de l'Institut génomique fonctionnel. Nous avons gagné le prix de l'innovation pour le traitement des maladies du cerveau par immunothérapie. Notre équipe de neuropharmacologie vise à mieux comprendre le fonctionnement des récepteurs du glutamate dans l'objectif de traiter certaines maladies du cerveau comme la schizophrénie. Les médicaments qui agissent sur la schizophrénie traite les dérèglements de la dopamine. Dans notre cas, nous avons voulu traiter les dérèglements d'un autre neurorécepteur qui s'appelle le glutamate. L'innovation, c'est agir sur la schizophrénie par l'immunothérapie. Nous avons choisi de développer ces anticorps chez le lama qui a la propriété de posséder de mini-anticorps qui peuvent être adressés dans le cerveau après une injection périphérique. Je voudrais remercier l'Université de Montpellier pour nous avoir décerné ce prix de l'innovation en biologie santé dans le domaine des anticorps pour les maladies du cerveau. Alors évidemment, ils sont là en vrai et on va les faire venir sur scène les uns après les autres
Pour leur remettre les prix, je vais demander aux élus et aux recteurs délégués qui étaient là tout à l'heure de nous rejoindre, ainsi que Philippe Auger. On va faire une grande photo de famille sur la scène, s'ils sont d'accord de se prêter à l'exercice de la remise. Et Philippe Combette arrive. Donc Philippe Combette s'en va, mais je pense que ce n'est qu'un détour, ce n'est qu'un au revoir, Philippe. Philippe Auger, venez nous rejoindre. On va doucement vous installer sur scène, remettre les trophées les uns après les autres, faire une petite photo. Vous, évidemment, vous allez continuer de donner de l'applaudissement pour les encourager. Et je vais donc appeler en premier Sarah Colombani du pôle Biologie Santé, qui était la première dans la vidéo. Non, c'est photo, applaudissements et surtout brandir le trophée. Voilà, mettez-vous bien au centre tous les quatre, avec le trophée d'abord, voilà, remise du trophée. On s'échauffe, c'est le premier. Voilà. Bravo à elle. Les photos, les applaudissements. Ah, bah, voilà, venez nous rejoindre. Alors, ça dépend quand vous voulez l'apéro, Philippe. Hein, voilà. Elle a bien expliqué dans la vidéo. Hein. Voilà. Alors, j'appelle maintenant Bijan Mohammadi, qui était pour lauréat du pôle maths, informatique, physique et système. Voilà, Philippe Combette nous a rejoint. Voilà, on remet son prix à Monsieur Mohammadi. Venez vous mettre au centre. Voilà. Rapprochez-vous bien tous pour être sur la photo. Voilà. On attend que le photographe nous vole le go. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Et ce sont des prix d'un certain poids. Hein. Il y a de la masse. Hein. J'appelle Damien Voiry pour le pôle chimie à nous rejoindre. Je sens qu'on a une équipe de remetteurs qui est de plus en plus à l'aise. Rapprochez-vous bien. C'est comme la valorisation, ça se fait en équipe, la remise de prix. Bravo à vous. J'appelle maintenant Frédéric Aberlin, qui a été lauréate pour le pôle agriculture, environnement et biodiversité. Félicitations à vous, Frédéric Aberlin. On regarde bien le photographe qui est par là-bas. Merci beaucoup, bravo à vous. Alors, vous avez saisi lequel, Philippe, comme ça je vous suis. Eh bien, Isabelle Bourdon, alors c'est Isabelle Bourdon pour le pôle sciences sociales. Ah bah, en même temps, vous êtes chez vous, hein. Attendez. Mais attendez. Pardon. Je suis la seule à monter sur scène, mais je partage ce prix avec deux collègues qui sont dans la salle, Agnès Robin du LICEM et Anne Laurent, que je ne vois pas, de l'ISDM. Voilà, et que je tiens à remercier, évidemment. Je peux dire un mot encore ? Et je dirais encore un mot parce que je voudrais vraiment souligner qu'on a été très bien accompagné par les services supports de l'université, notamment la DIPA, mais aussi l'ARH et la DAF. Félicitations à vous et merci. Est-ce qu'on a bien la photo? Merci et bravo.
Et on termine avec le prix coup de cœur. Prix coup de cœur qui est remis à Philippe Rondard. Bravo à vous, Philippe Rondard. Mettez-vous bien au milieu, voilà. Bravo à vous 6. Merci aux remettants d'être revenus sur scène. On va encore avoir un tout petit mot de la part d'Alexandra Prieux, que je vais inviter à me rejoindre, qui va conclure cette cérémonie. Merci, on peut les applaudir une dernière fois. Ah, photo collective. Photo collective. La photo avec tout le monde, c'est ça ? J'ai une oreillette, ouais, ça je ne sais pas. Hein. Eh bien, je rappelle l'ensemble des lauréats et des institutionnels. Voilà. Mais il faut dire qu'on est bien sur cette scène. Il faut juste que tout le monde arrive à bien se serrer et que le photographe nous dise si ça passe. Bah, ça fait une équipe de foot hein, ou de rugby. Vous pouvez encore vous avancer. Avancez-vous encore, il y a de la place, la scène est grande. Voilà. Très bien. On a un très bon public, hein, ils applaudissent beaucoup, c'est vraiment formidable. Merci à tous, merci et bravo. Alors, je vais laisser Alexandra Prieux venir sur scène. Pour ne pas prolonger le suspense, je vais donner les infos pratiques maintenant, comme ça Alexandra aura vraiment le mot de la fin tout à l'heure. Donc quand son discours de clôture sera terminé, vous serez tous invités à un temps convivial d'afterwork et à découvrir aussi les stands du dispositif Companies on Campus qui a été cité tout à l'heure et dont les posters sont juste derrière nous et peuvent vous permettre d'échanger de manière informelle. Voilà, c'est un moment, y compris pour les timides, tout le monde peut aller à la rencontre des uns et des autres ce soir. Alexandra Prieux, bienvenue, installez-vous près de ce... Là, voilà, en plein centre. Vous prenez approchez-vous. Alors, je vous présente en deux mots. Vous êtes à la fois la présidente donc, de la société Alcediag. Vous êtes aussi présidente du conseil d'orientation de ce PUI, Pôle universitaire d'innovation, dont on a tant parlé depuis tout à l'heure. Et puis, non pas que je veuille égrener toutes vos qualités, mais vous êtes aussi membre du conseil d'administration du CNRS, ce qui vous donne un regard quand même fort intéressant sur notre recherche académique. Et puis, j'arrête peut-être là, vous êtes impliqué dans un laboratoire commun en biologie avec le CNRS, qui est un cas unique, je crois, en France. Voilà, je vous ai présenté, et puis maintenant, vous allez nous livrer votre témoignage et votre regard sur cette soirée et sur les échanges qui nous ont occupés. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors pour commencer, je m'excuse parce que j'ai pas beaucoup de voix ce soir, mais comme je viens de Paris, vous comprendrez que là-bas, c'est l'automne. Donc j'espère que vous m'excuserez. Alors l'innovation, en fait, pour moi, a toujours rimé avec de la collaboration publique-privée. Ça fait 12 ans que j'en fais et dès le départ, c'était avec ce type de collaboration. Mais je dirais que Alcediag fait partie d'un groupe qui est plus grand, qui s'appelle Alsan, et qui, en fait, depuis sa création, le fait. Donc ça fait 25 ans qu'on a l'habitude, que c'est dans notre ADN, en fait, dans toutes les sociétés du groupe, de faire cette collaboration publique-privée. Et je peux vous dire qu'en 25 ans, on a vu les choses vraiment évoluer, et évoluer de façon extrêmement positive. Parce qu'il y a 25 ans, quand on disait qu'on faisait ça, les gens ne comprenaient pas du tout. Ou alors ils nous prenaient pour des fous ou pour des extraterrestres. Et petit à petit, on a vu les choses changer. Et même il y a 10 ans, quand on a créé le laboratoire commun 6 de Diac, qui en effet est le seul laboratoire commun avec le CNRS et une entreprise en biologie, on nous regardait de façon un petit peu étrange au CNRS. Mais finalement, aujourd'hui, les choses ont complètement changé parce qu'on fait vraiment partie de l'écosystème. Et je pense que maintenant, tout le monde reconnaît la valeur qu'il peut y avoir dans ce genre de partenariat. Et la preuve, elle est très simple, c'est vous êtes tous ici, vous avez des parcours différents, vous venez du public, vous venez de l'académique, vous venez d'entreprises, de start-up, vous avez créé des start-up, et donc vous croyez à ce modèle. Et ça, j'en suis ravie parce que personnellement, j'y crois aussi énormément.
Et alors pour créer ce système, moi, je veux quand même rendre hommage un petit peu à cette région Occitanie et en particulier à Montpellier, qui je pense en fait est un écosystème qui est à peu près unique en France. Et alors je ne veux pas aller dénigrer les autres régions, surtout pas la région parisienne, j'ai déjà fait ce qu'il fallait ce soir, mais il y a vraiment ici, on va dire, une dynamique qui est tout à fait particulière. Il y a la région qui joue son rôle, il y a la métropole qui joue son rôle, il y a la SAT qui joue son rôle, la ville, l'université, bien sûr. Et après, tous les centres de recherche qu'on connaît. Alors, vous me permettrez, j'ai mon petit chouchou, le CNRS, mais il y a tous les autres aussi. Et ça fait en fait de cette ville et de cet endroit quelque chose qui est extrêmement riche et qui peut être en fait porteur de ce mode d'innovation qui, je pense, a vraiment vocation à perdurer et à grandir. Alors, on a dit beaucoup de choses ce soir, et c'est un petit peu compliqué d'être original. Moi, je vais vous dire pourquoi, en fait, je fais ça et pourquoi j'aime innover. Alors, c'est peut-être pas très modeste, mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de changer le monde. J'ai envie que le jour où mon heure sera finie, on se dise, Alexandra, elle a fait en sorte que les choses soient un peu mieux sur Terre. Et je pense qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui nous rassemble tous. Et dès le départ, en fait, moi, j'étais bien consciente que c'était pas quelque chose que je pouvais faire seule. Parce que j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, mais moi je ne suis pas une chercheuse. Et pour changer le monde, eh bien, il faut des chercheurs. Et on a entendu beaucoup de choses ce soir qui sont très très vraies sur la communication. Bien sûr que c'est important. Sur le respect, encore plus. Mais moi j'ai aussi envie de vous dire, si on veut vraiment réussir, eh ben, faut surtout pas qu'on change. Bizarrement. Parce qu'on a tous nos forces et en fait, on est très complémentaires. Alors, je vais prendre un exemple du médical, parce que c'est ce que je connais le mieux. Si vous voulez développer en fait un produit et le faire arriver sur le marché dans le médical, la science fondamentale, elle est juste indispensable. Si vous voulez vraiment changer le monde, ça passe par là, c'est obligé. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises doivent respecter absolument. Ce côté indispensable, nécessaire, cette recherche que je trouve absolument fascinante. Mais d'un autre côté, si vous voulez aussi changer le monde, vous avez besoin, par exemple, de passer tous ces processus réglementaires, toutes ces étapes de développement qui sont mon petit cauchemar personnel. Et ça aussi, c'est une vraie expertise. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. C'est quelque chose qu'il faut respecter. Mais encore une fois, c'est pas les mêmes façons de faire, c'est pas les mêmes qualités. Et donc, il faut surtout pas qu'on change. J'ai entendu l'un des participants dire que bien sûr, il faut garder cette recherche et cette excellence de la recherche. Oui, je suis d'accord. Messieurs, dames, les chercheurs ici, restez ce que vous êtes, restez doués, restez passionnés, restez dans la science fondamentale. Et pour tous ceux qui font partie d'entreprises, restez passionnés par le fait d'apporter des produits sur le marché et de voir l'impact que vous avez sur les gens. Et c'est justement en respectant ces différences que je pense on pourra, en tout cas pour moi, je l'espère, changer un petit peu le monde. Et sur ce, je vais m'arrêter là, puisque je pense que vous avez tous besoin et tous envie de passer à la suite. Merci beaucoup. Philippe, voilà. Je pense qu'avant que vous vous leviez tous, il est coutume de remercier, et c'est vraiment avec grande sincérité que je vais le faire. Donc je voudrais remercier tout d'abord les collectivités, donc Jalil, Khaled. Je voudrais également remercier Inemad qui est là. Je voudrais remercier également la DIPA, la DPS et les services centraux de l'université. On ne les met jamais assez au centre aujourd'hui que cela soit fait. Je voudrais remercier également Newstank et Brunshine et surtout des applaudissements nourris pour Théo qui a œuvré en tant que maître de cérémonie. Et ensuite, je voudrais avoir une succession de prénoms, ils se reconnaîtront. Donc merci, vous pouvez les applaudir en continu. Kelly, Nathalie, Paola, Zoé, Cyril, Jérémy, Amine, Camille, Martha, Magali, Patrick, ici présent, les intervenants Anne-Lise Melki, Claude Grison, Pierre Leblinvaux, Sandrine Guerrero, David Mouillot, Vincent Abello, Léa Mazel. Et je remercierai Alexandra Prieux pour ces beaux mots qu'elle a eus. Merci à tous et bonne soirée.